Veronica Antonelli. L'émission qui interroge et valorise la place des femmes dans la société. Venez, 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 venez nous parler de vous, de vous, de vous, de vous, de vous. Camailleux de femmes, l'émission qui interroge et valorise la place des femmes dans la société. Eh bien bonsoir, en ce 17 novembre, ne vous inquiétez pas, il pleut ce soir ici à Paris, c'est rare hein, parce qu'en général il fait très très beau et on adore la pluie pour ça. Et puis ça nourrit les arbres, les plantes, c'est sympa. Alors, ce soir on a un plateau moitié-moitié. 6 invités et donc 3 ici sur place. On a à ma droite Elisabeth Oliveira. Bonsoir. Bonsoir Elisabeth. À ma gauche, nous la connaissons toutes et tous. Ludine L. Bonsoir. Bonsoir Ludine. Et nous avons Bénédicte Renas. Bonsoir. Bonsoir Bénédicte. Et puis alors par téléphone, plusieurs personnes. Alors Roxy depuis Londres, le docteur à l'Ouest qui va nous faire une petite consultation par téléphone également tout à l'heure en fin d'émission. Et puis en tout début d'émission, nous allons avoir un petit doc avec un hors les murs que j'ai fait pour l'exposition Je suis Aminata et elle sera au téléphone avec nous. Alors, on va commencer par la chronique, parfois lyrique. La chronique, parfois lyrique, de Véronique. Pardon, c'était irrésistible. Bon alors bon voilà, après un mois de pause et puis une grève RATP plus tard, qu'en est-il de notre petit monde ? Ça progresse, hein, on dirait, mais oui. Alors, moi, quand je vivais en Grèce, j'écoutais les infos concernant la France depuis les chaînes grecques ou américaines. Et j'ai toujours été surprise de constater qu'il existait 2 versions, au moins, d'une même réalité. Celle cash, livrée depuis l'étranger, que je prenais en pleine figure, hein, et qui faisait parfois douter même de mon propre pays. Par exemple, les essais nucléaires de 1996. Un sujet polémique qui choquait beaucoup les Grecs à l'époque. Et puis je découvrais des reportages en anglais et en grec sur les conséquences néfastes du nucléaire sur la population, les territoires sacrifiés, les radiations, leurs effets sur l'humain, y compris sur nos propres soldats français. Les obligations de migrer d'île en île pour nos amis polynésiens que je salue et que j'aime beaucoup. La faune, la flore détériorée pour une durée indéterminée. Et enfin, une vision finalement altérée du sympathique président Chirac. Tandis que la vision feutrée de TV5 Monde, qui relayait France 2 en différé, présentait cocorico la fin des essais nucléaires en dissimulant tout ce qui pouvait apparaître comme négatif. Et là, le président Chirac apparaissait comme un héros. Figurez-vous que c'est encore grâce aux médias étrangers qu'on a appris cette semaine que 30 agents français, spécialistes en cyberpédocriminalité, soit en vrai ça fait un agent pour 2 millions de Français, ont réalisé un coup de filet magistral en arrêtant 48 personnes soupçonnées de pédopornographie. Parmi eux, des élus locaux, des personnes travaillant au contact de jeunes mineurs, ah oui, des cadres, des fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale, des familles d'accueil, des hommes âgés de 26 à 79 ans. La France, selon la Civise, est le 2e pays hébergeur de contenus cybercriminels en Europe, la 4e mondiale. Mais comment est-ce possible en 2022 ? Pourquoi autant de laxisme ? Alors bravo à ces 30 agents aux yeux de lynx qui, avec leurs petits bras musclés, 30 agents pour 60 millions de Français, voilà, c'est ahurissant. Bravo et merci, vous êtes des héros. La France manque-t-elle de moyens pour financer la lutte contre ces pédocriminels ?
est-ce une volonté politique que de manquer de moyens? Quelles incidences sur notre société que ces crimes perdurent finalement? Nous poserons la question au docteur Muriel Salmona que je recevrai prochainement sur mon plateau. Sans transition, une pensée émue et très forte pour Lola et pour toute sa famille. Hier, il y avait justement une marche blanche à Paris. Je n'ai pas pu m'y rendre, mais vous le savez déjà, vous avez tout mon soutien et je pense très fort à vous. Ensuite, ce soir, nous entendrons un coup de gueule qui m'a surprise, mais à la fois non, parce qu'on connaît son tempérament, sur les soignants suspendus dans l'émission Jordan Deluxe, un confrère, d'une habituée des studios d'Armada, la comédienne et autrice Annie Dupéré, qui est aussi d'ailleurs à la République de Montmartre, et qui est marraine également pour le Secours Pop, et en général, c'est là que je la rencontre. Alors, moi, il se trouve que j'ai été soignée du Covid fin janvier 2022, là, par un soignant suspendu. Alors, parler de la situation de ces personnes sur mon plateau, en fait, c'est ma façon de remercier ce soignant, ce médecin, sans le citer parce que je ne veux pas qu'il ait de problème. Puisque, en parallèle de tous ces faits, j'ai appris que des soignants suspendus ont été convoqués par la police pour pratique illégale de la médecine. Alors c'est vrai qu'il vaut mieux concentrer les forces de l'ordre à harceler ceux qui ont respecté leur serment d'Hippocrate, plutôt que d'ajouter des agents pour lutter contre la cybercriminalité. C'est une question de priorité, certainement, n'est-ce pas? Bon, alors, on est passé à l'heure d'hiver aussi, sinon. Et pour ceux qui cherchent un petit peu de lumière, j'ai assisté à la remise du prix Vepler. C'est un prix littéraire pour auteurs émergents qui a lieu dans le restaurant Le Vepler à Paris 18 et qui a été organisé en fait, comme chaque année, par la Librairie des Abbesses en présence du maire de Paris 18, Éric Lejoindre, et de la chargée de la culture à la mairie de Paris, Karine Roland. Alors le prix Vepler revient en Anthony Passeron pour Les enfants endormis et le prix mention spéciale est attribué à Lucie Ricot, qui est née à Perpignan et en Occitanie, donc c'est canto que canto. Et oui, pour son œuvre GPS. Lucie Ricot est autrice, romancière, scénariste, réalisatrice, et j'espère un jour la recevoir sur ce plateau. Enfin, pour les nostalgiques, il y a déjà les animations de Noël au printemps et aux Galeries Lafayette qui remettent un petit peu de magie dans ce froid qui commence à arriver. Et puis, bien sûr, il y a l'art pour nous apporter de la légèreté. Ce week-end, les portes ouvertes d'Anvers aux Abbesses, où vous pourrez retrouver plusieurs personnes. Michel Battle, par exemple, dans son atelier à Pigalle, ou encore Gabriel Roda, qui sera là dans 15 jours, et qui a un atelier place Marcel Aimé pour son exposition exponentielle. Et puis bien sûr, pour ceux qui aiment le chant et qui veulent découvrir le patrimoine autrement, il existe depuis presque 10 ans, et mis en place par votre humble servitrice, les visites chantées de référence à Montmartre, Montmartre enchanté, du vendredi au dimanche sur la butte, et vous pouvez réserver sur montmartreenchanté.fr. Jingle. La chronique, parfois lyrique, de Véronique. Alors cette émission, vous pouvez la suivre depuis le Facebook de Armada et également depuis le Facebook de Camailleux de Femmes. Alors, nous allons commencer par une vidéo, celle de Aminata.
Et bonsoir, Bonsoir. Aminata Bléas Sangaré. Alors, C'est ça. elle est avec nous depuis Rennes, c'est ça? Tout à fait. En Ah. Bretagne. En Bretagne, mais oui, merci de le préciser. Alors, comment ça va? Ça va très très bien. Je suis ravie d'être là avec vous. Bon, Alors, j'aurais préféré être là en direct, mais on va le refaire, on va le faire à la rentrée. Mais là, eh bien, et comme il y avait eu cette exposition à Paris 18, dont j'ai mis le lien, alors elle est tellement lourde que, en fait, elle est sur YouTube, sur le YouTube de Camaïeu de Femmes, avec tous les commentaires de chaque pièce, de chaque. Alors, qu'est-ce que c'est cette exposition itinérante? Je suis Aminata. alors je suis Aminata, c'est un rêve pour commencer, parce que j'ai rêvé cette exposition dans mon lit le 1er novembre 2021. Waouh! Et je me souviens avoir eu cette impulsion là de me dire oh, ça y est, je sais ce que je vais faire comme projet avec Pauline Théon, donc qui est la photographe de l'exposition, Oui. que j'avais rencontrée dans le cadre d'un podcast que j'anime. On avait eu une passion commune l'une pour l'autre en se disant on fera quelque chose ensemble un jour. Et ce jour-là, je me suis dit c'est ça que je veux faire avec elle. D'accord. Alors, c'est une exposition photo pour commencer, mais c'est devenu rapidement un projet multiple, parce que j'avais envie de travailler avec plein de personnes autour de moi. Et c'était une exposition que je voulais permettre, comme un outil pour aller à la rencontre des autres, travailler sur la notion de lien entre les personnes, qu'est-ce qui fait qu'on est en lien entre nous, êtres humains et êtres humaines, et surtout la question de l'identité que je voulais aborder, parce que quand je sais qui je suis, j'ai l'impression quand même que j'ai plus de facilité à aller vers l'autre, C'est à clair. me définir et à accepter que l'autre se présente à moi et à accepter d'être en lien enfin, quoi. Ah oui, non, c'est une très belle exposition. Alors c'est vrai qu'il y a, c'est un challenge aussi de demander à des plasticiens Ouais. de réaliser sur la base d'une photo, c'est ça? Sans avoir C'est le ça. thème forcément, c'est ça, le jeu c'était Tout à ça fait. aussi. Hein. J'ai confié 2 photos à 2 artistes plasticiens que je choisissais pour eux Oui. parce que je connaissais leur sensibilité, leurs travaux précédents, et je leur ai dit voilà, ces 2 photos-là, vous pouvez les interpréter comme vous le souhaitez, vous avez carte blanche. Oui. Donc j'autorisais en quelque sorte à ce qu'on m'interprète aussi, et c'était aussi une partie de ce travail que je trouvais intéressant. Donc 10 artistes plasticiens et plasticiennes qui, au travers de leur filtre habituel, ont créé des créations inédites pour cette exposition, en s'appuyant vraiment sur le travail de Pauline à la base, et ça donne vraiment des créations complètement différentes, parce que il y a une des artistes par exemple qui s'appelle Yves Braun, qui elle est styliste, créatrice de plein de choses à la base, et qui a créé une robe avec un gros cœur en forme d'ex-voto, des tissus, des projections de tissus. Enfin voilà, c'était vraiment une proposition hyper intéressante. Il y a un street artiste qui a travaillé sur une grande Magnifique toile. aussi. Ouais. Enfin Et vraiment, Mademoiselle ça donne Georgette aussi. Mademoiselle Georgette, qui est une Parisienne, donc si Incroyable. vous avez l'occasion de la rencontrer, c'est vraiment formidable ce qu'elle fait. Elle a travaillé sur 4 figures un peu de moi, et celle qui apparaissait sur cette photo. Et ce qui est très drôle, c'est qu'à chaque fois, les artistes, effectivement, n'avaient ni le titre, ni la légende que moi j'avais écrite de mon côté. Et il y a des très forts liens entre leur création et ce que moi j'avais pensé de mon côté. Par exemple, il y a Nicolas Faubaton qui a fait une très grande toile. Moi, la photo, je l'avais intitulée « Qui suis-je ?» Oui. Et lui, la toile, il l'a appelée Aminata. Donc, c'était très drôle parce que ça c'était vraiment comme une Question-réponse. réponse. Bah oui. Exactement. Donc voilà, il y a eu plein de choses comme ça. Et j'étais très flattée aussi parce qu'il y a des artistes qui n'avaient jamais travaillé sous cette forme-là, qui ont accepté de travailler avec moi. D'autres qui ont une activité installée depuis très longtemps, qui ont pris du temps pour moi. Et d'autres qui avaient fait une pause sur la création plastique et qui ont eu envie de se relancer grâce à ce projet-là. Donc c'est très flatteur pour moi, et je suis vraiment ravie d'avoir créé une mini-société au final. Oui, c'est avec ce projet. une belle communauté. C'est vrai. Exactement. Et alors la matière des toiles, en fait, enfin des photos, elle varie en fonction des. Tout à fait. Parce qu'en fait, alors j'ai eu la chance dans mon parcours de rencontrer une entreprise qui s'appelle Publigraphie, qui est à Pont-l'Abbé en Bretagne, Oui. dans le Finistère, et qui a dans son ADN
de faire travailler les matières jusqu'au bout. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont des commandes, ils travaillent avec toute la France et qu'il y a des chutes, ce qu'on appellerait des chutes, en tout cas nous, ils veulent toujours réfléchir à comment aller plus loin et valoriser toute la matière qui reste. Et donc ils gardent toujours tout de côté. Et quand je les ai rencontrés, je leur ai présenté mon projet qu'ils ont tout de suite aimé et m'ont proposé de partir de ces chutes pour imprimer toutes mes photos, ce qui fait qu'on a de la bâche, du carton, du PVC, enfin plein de matières différentes, plein de formats différents. On va du A4 au A0 et même avec une photo en taille réelle. Alors je fais 1m88 pour la précision. C'est ça. Donc ça fait une très grande ça, on photo. pourra le voir tout à fait dans le lien. Je mettrai le lien dessus. Et effectivement, elle est très très grande. Et d'ailleurs, on a mis les mains, parce qu'il y a un sujet aussi sur les mains. Et bon, c'est vrai qu'à la fois, moi, j'ai des mains un peu d'enfant quand même, mais là, c'est impressionnant. J'ai hérité des mains de mon père qui avait des très grandes mains et deux de mes fils ont d'ailleurs ces très grandes mains. Ça parle aussi beaucoup d'héritage, hein, cette transmission, exposition, cette transmission. Et c'est vrai que voilà, donc j'ai fait appel à différents artistes. Il y a aussi deux artistes que je ne veux pas oublier. Crotte de Poule, dont on a parlé ensemble, Véronica, qui a créé deux très belles parures que je porte à l'occasion des vernissages. Incroyable ces parures. Ouais, qui sont des miniatures de l'exposition en fait. Donc elle a repris toutes les photos de l'exposition et elle a fait un assemblage merveilleux qui me permet moi d'avoir l'exposition sur moi et de la présenter également. Et moi j'adore la musique. Alors on en a parlé, Véronica, vu ta casquette aussi de c'est très original aussi de faire ça. C'est-à-dire qu'elle a lié en fait les photos à une musique ou alors un texte qui est parlé et qu'on peut écouter en fait si on scanne. C'est vraiment très actif, je trouve, c'est super. Oui, je voulais vraiment solliciter tous les sens et j'ai eu la chance de rencontrer il y a 2 ans quelqu'un qui est devenu un ami qui s'appelle Romain Ezoard et qui a créé un thème musical pour l'exposition. Donc il a écrit 2 titres inédits. Lui qui était dans son parcours de création de son EP qui sort l'année prochaine a pris une pause pour moi et a créé 2 titres exceptionnels qui parlent un de moi et de comment j'ai réussi à me détacher au fur et à mesure de ma vie du regard des autres et de tout ce qui fait qu'on se bloque parfois aussi, et un qui est un hommage, un sommage à ma mère qui est décédée maintenant, qui s'appelle Geneba. Et ce sont 2 titres très très forts qui parlent d'universalité, parce que les sujets sont très très liés. On parle de deuil, on parle de force, on parle de tout ce qu'on se transmet aussi d'une génération à une autre. Oui. Et alors justement, donc toi tu as 3 enfants, c'est ça ? C'est ça, 3 fils. 3 fils, voilà. Qui ont 11, 14 et 17 ans. Tu es mariée, donc ton mari a participé aussi, hein, tu m'as expliqué. Oui, tout à fait. Pour monter, c'est justement, c'est les cadres, en fait, comment... Tout à fait. Il a fait 3 supports sur mesure, alors il va en faire un 4e parce que j'ai envie de réfléchir différemment à l'exposition à venir, mais il a fait des supports en bois, donc on a vraiment réfléchi ensemble ce qui était le plus simple à manutentionner pour moi toute seule, parce que des fois je suis amenée à gérer l'exposition seule, et surtout en utilisant des matériaux les plus simples possibles. Donc là on est parti sur du bois brut, que lui il a assemblé, mis du fil de pêche avec quelque chose de durable, avec l'idée que vraiment ça puisse être réutilisé pendant toute une année, parce que l'exposition va vivre pendant 1 an, et d'avoir quelque chose qui soit vraiment cohérent avec tout ce travail où on est dans laisser le moins de traces possible d'impact, en tout cas pour la planète, parce que le recyclage des photos, de la matière qui a été utilisée, les supports sont dans cette pensée-là aussi. Enfin, donc voilà, donc mon mari, c'est vraiment un travail familial, effectivement, puisque et mes enfants. Et puis les enfants ont participé à des photos aussi. Tout à fait, des photos. ont laissé leur voix, effectivement, et surtout ils ont la patience de vivre avec une mère qui est très dynamique, très active, et qui fait plein de choses, et ils acceptent ces fois où je ne suis pas là. Voilà. Parce que en fait, Aminata, elle a un travail, autre. Salarié, c'est ça. Voilà, elle est salariée, et en plus, elle a une passion pour les podcasts. Alors là, tu reviendras nous en parler, mais on va quand même dire que vous pouvez déjà écouter. En fait, ça s'appelle « Tout le monde passe sur le trône ». C'est ça, exactement. Qu'est-ce que c'est d'abord, juste pour nous donner envie d'écouter là, qu'est-ce que c'est en fait ce podcast? En 2 minutes, c'était vraiment un petit rappel à nos cerveaux pour se dire qu'en fait, à un moment dans nos journées, on va tous aux toilettes pour faire la grosse commission, faire caca, enfin tout simplement. Et du coup, je suis partie de ce principe-là en me disant que si on va tous aux toilettes, on est aussi tous capables de faire la même chose de façon artistique ou pas d'ailleurs. Et c'était vraiment une invitation à arrêter de se comparer
comparaison qui vise à se dénigrer souvent, parce que la comparaison pour briller, pourquoi pas, c'est intéressant, mais celle qui nous dénigre, moi je me suis toujours posé la question de qu'est-ce qui fait qu'on a tendance à se comparer en disant ouais mais ma voisine elle fait mieux que moi. Donc je disais à mes amis depuis des années, mais arrête de te prendre la tête, elle va aux toilettes aussi cette personne-là. Et donc voilà, et c'est parti de cette idée-là de se dire arrêtons de nous comparer, on est tous des êtres humains, on a tous la même valeur. Et donc en fait, voilà. Du coup tu fais des interviews de gens normaux. C'est ça, exactement. De gens qui, comme vous et moi, ont un parcours de vie qui les ont amenés à devenir chanteurs, chanteuses ou artistes. Ou alors, j'ai eu plein de gens différents, restauratrices, assistantes maternelles. Ce qui fait qu'à un moment donné dans sa vie, on arrête de se prendre la tête et de se dire, ok, j'ai ma place aussi et j'ai des choses intéressantes à raconter. Ok, alors pour terminer, elle va aller, la prochaine ville, c'est où? C'est Toulouse? Alors Toulouse, ça va venir plus tard. Elle va rester un peu en Bretagne, donc Pont-l'Abbé. Elle va aller à côté de Rennes, donc Piré-sur-Têche, L'Heureux. Elle va faire La Rochelle. Ouais. Toulouse, Saint-Brieuc et j'ai des contacts sur Nîmes, donc j'attends de voir aussi. Mais bon, en tout cas, et j'ai eu un contact aujourd'hui pour la Roumanie, donc elle risque d'aller ailleurs en Europe. Bien sûr, donc, il faut. Oui, ça c'est une grosse envie effectivement de l'exporter. Ouais, un grand merci, parce que c'est vraiment cette exposition, c'est vraiment un hymne à s'assumer et à être soi en fait. Voilà, on est très bien comme on est. Voilà, c'est pas mal. Hein. Exactement. Donc, eh bien merci. Puis en 2023, certainement. Hein, je viendrai. Oui, tu viendras. Voilà, avec tes bijoux, avec cette créatrice. Oui, déjà, comment s'appelle-t-elle? Crotte de poule. Crotte de poule, voilà. Magnifique. Merci beaucoup. Vous verrez le lien en fait sur le YouTube de Camaïeu de Femme, youtube.com/Camaïeu de Femme, et je l'ai mis tout à l'heure. Et c'est 25 minutes avec les commentaires pour chaque photo, chaque œuvre de Aminata, et c'est très intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Un grand merci. À très bientôt. Bye bye. Bye. Ah, quelle femme extraordinaire. Hein. Je ne sais pas comment elle fait. Elle ne doit pas dormir. Hein. C'est pas possible. Bon, alors, sur le plateau, Elisabeth. Elle va dire, c'est bientôt à moi. Je sens une énergie qui... Mais non. Alors... Elisabeth, merci d'être là. Déjà, je me demande, Erwan, si on ne peut pas élargir le triangle. Erwan? Ouais, l'angle, tu vois, parce qu'on voit juste un peu les cheveux. On voit bien tous les cheveux. Alors donc, Elisabeth, vous êtes psychothérapeute. Oui. Spécialisée dans le deuil. Oui, et l'accompagnement du deuil, oui. Voilà, alors, comment dire vous faites encore des études? Je suis à la Sorbonne actuellement, oui, en soins palliatifs. D'accord. Et c'est pour apprendre quoi? C'est pour apprendre... On en manque, là, avec ce qui se passe, aussi avec le référendum qui va être mis en place, enfin le conseil citoyen pour savoir pour l'euthanasie. Oui. Déjà, si tous les services étaient équipés de soins palliatifs, ce serait déjà pas mal. Et c'est pas le cas. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est un soin palliatif déjà? Le soin palliatif, c'est donner surtout du confort aux patients. Qui souffrent. Et qui sont en fin de vie. Qui souffre, qui est en fin de vie. Et c'est lui... on ne peut plus le guérir, on ne peut que le soigner. Et donc, votre travail, c'est par les mots, par la parole, c'est ça? Alors, c'est une équipe pluridisciplinaire qui doit intervenir. Donc, il y a le médecin, il y a la psychologue, il y a l'art thérapeute, les kinés, enfin, voilà. Et puis, on est dans l'empathie, on est dans vraiment ce que veut la personne, dans les directives anticipées, éventuellement, s'il y a directives anticipées. Et on est vraiment là pour pallier à ce qu'il lui manque et à ce qu'il a vraiment envie. S'il a envie d'aller à la maison, on implémente ça. Enfin, voilà, c'est très... Et c'est adapté à chaque patient, bien sûr, c'est au cas par cas. Et voilà. Et la transition, le passage du soin au palliatif, c'est pas évident. C'est pas évident du tout.
Ça, c'est comme les consultations d'annonce quand on a un cancer. Donc, c'est théorique et c'est sur le papier, mais il y en a très peu de consultations d'annonce qui est normalement accompagnée avec un psychologue quand on vous annonce que vous avez un cancer. Pas forcément. Voilà. Oui, oui. Mais c'est quand même un choc. Ça peut être un choc pour beaucoup. Et on manque cruellement de moyens. Donc là, moi, j'ai voulu me spécialiser aussi dans les soins palliatifs. D'accord. Alors, bon, vous avez un parcours. Vous êtes née ici en France ? Oui, je suis née ici en France. Oui. Je suis née à Neuilly-sur-Seine. À Neuilly. Et donc, il y a une tradition un peu dans votre famille ? Alors, je commence à le croire. Oui, donc je vois où vous voulez en venir surtout. Donc, je suis d'origine portugaise et mes parents sont venus du Portugal dans les années 60. Pour fuir le régime de dictature de Salazar à l'époque, à pied. Et puis, sans savoir parler la langue, effectivement, beaucoup de personnes dans le même cas se sont retrouvées à exercer le métier de gardien d'immeuble. Ça a été le cas de ma mère. Oui. Et puis, j'ai grandi dans une loge de gardiens, effectivement. Moi, j'en garde un très bon souvenir puisque j'avais ma maman... Tout le temps, finalement. Tout le temps. J'ai jamais mangé à la cantine. Ah oui. Ça, c'est top. Donc, c'était top. Ah oui. C'était top. Donc, j'en ai gardé un très bon souvenir, effectivement. Mais voilà. Mais j'ai fait des études. Oui. Pour être psychothérapeute, c'est sûr que... Oui. Et donc, pourquoi avoir fondé une association, l'association ALMA ? Oui. Qu'est-ce que c'est déjà cette association ? Alors, c'est une association pour les gardiens d'immeubles. Oui. Plus dans le privé que dans le public, parce qu'il y a une différence. D'accord. Le public est très hiérarchisé, très structuré. Dans le privé, non. C'est l'immeuble, en fait, qui va faire le contrat au gardien en fonction de ses besoins. D'accord. Et logiquement, le gardien doit... Son patron, c'est le syndic. Mais il y a le conseil syndical aussi dans l'immeuble. Alors, c'est quoi les deux? Parce que moi, j'y connais rien. Alors, le conseil syndical, ce sont des propriétaires qui représentent la majorité des autres propriétaires et ce sont eux qui valident et qui signent les éventuels travaux au sein des immeubles ou d'autres choses. Ça veut dire qu'ils sont sur place en général? Ah oui, ce sont des propriétaires qui sont sur place. Okay. Et ensuite, il y a des réunions du conseil syndical avec le syndic. Donc, le conseil syndical paye un syndic pour s'occuper après de tout ce qui est paperasse et contrat de travail et paiement aux entreprises. Et c'est le conseil syndical qui décide, par exemple, voilà, faut refaire la tuyauterie, là c'est du plomb. Ça, tout à fait. Et donc il lance après. Donc il en parle au syndic lors de l'AG. Et puis c'est le syndic qui va après faire un appel d'offres pour les entreprises et qui les soumet ensuite au conseil syndical qui lui va décider laquelle de ces entreprises va faire les travaux. Et alors, que vous proposez, disons, cette association ALMA? Alors cette association, donc c'est pas un syndicat. C'est une asso parce que je me suis rendu compte que la convention collective n'est pas très claire. C'est une profession qui a été légiférée très tardivement. Et puis les gardiens, quand ils ont un souci, passent par un syndicat qui ont le mérite d'exister, effectivement. Oui, déjà, c'est pas mal. Voilà, mais nous ne sommes pas un syndicat. On ne voulait pas être un syndicat. On voulait vraiment apporter notre aide. Donc, nous avions, puisque là, nous sommes en remaniement de l'asso, 2 avocates. D'accord. Nous privilégions toujours la bonne entente et pas le conflit. Oui. Parce qu'il y a souvent une mésentente par manque de connaissances. Et c'est pas la peine d'aller au conflit quand le propre propriétaire n'est pas au courant de certaines choses que le syndic ne lui a pas communiquées non plus. Alors, un exemple concret
Parce que Un c'est- exemple on comprend pas. par exemple, il y a eu un changement d'horaire des gardiens Oui. en 2013, je crois, 2013-2014, où les gardiens devaient réduire leurs heures. Donc c'était légiféré, c'est D'accord. passé dans le journal officiel. Et des gardiens, donc, ont commencé à parler entre eux. Oui, mais moi, on m'a pas réduit mes heures, Ouais, machin. On veut pas me réduire mes heures. Et donc, ils se retournaient vers nous et nous, on leur disait, mais est-ce qu'ils le savent déjà que les heures ont. Ah oui, des sont- fois, ils peuvent. Oui, voilà, c'est ça. Ils peuvent aussi. C'est au ne syndic, pas- c'est pas au conseil syndical. Mais le gardien, et c'est là où la frontière est très ténue et très complexe, c'est que le gardien, qui voit-il toute la journée? Les membres du conseil syndical et pas le Oui. syndic. Et puis, il y a une relation un petit peu ambivalente avec le syndic, dans le sens où ce dernier est payé par les propriétaires. Donc, s'il y a un souci avec, Oui. par exemple, l'un des habitants de l'immeuble, Il y a un conflit d'intérêts. normalement, le syndic doit protéger les gardiens, Oui. puisque c'est lui son patron, Ah. mais il est payé par Eh oui. le propriétaire avec lequel il est. Donc, c'est très compliqué, il n'y a jamais un réel soutien. Il n'y D'accord. a jamais réel soutien. Et c'est pour ça qu'Alma, avec les avocates, on privilégiait toujours demander déjà au syndic s'il est au courant, parce que même les syndics, quelquefois, Ne sont pas. Ah oui. les syndics sous-traitent aussi à d'autres entreprises, les Oula. payent, Ah donc oui, d'accord. à moins que ce soit un grand syndic. Beaucoup de syndics, voilà, ils ont un comptable, puis bon, on fait les fiches de paye, mais on n'est pas forcément attentif au journal officiel. Il y a ce qui se passe. Ouais. Voilà. D'accord. Et alors du coup, mais il y a des congés. Après, c'est un travail qui a des congés payés ou comme Ah bah alors, tout travail. Comment ça se passe? oui, il y a des congés payés, sauf que le gardien, il n'est pas payé à l'heure, il est payé. Avant, c'était les UV, c'était les unités de valeur. Maintenant, D'accord. c'est au point. Juste pour expliquer, Oui. par exemple, faire un escalier une fois par semaine vaut tant de points. D'accord. S'il y a un ascenseur, il vaut tant de points. S'il y a le courrier porté, il y a plus de points que le courrier dans la boîte aux lettres. Et tout ça, après, ça va faire votre salaire. Ok, d'accord. Donc, on peut pas vous inventer un Oui. salaire, on peut pas vous payer, à moins de transformer ça en prime pour vous donner quelque chose de Et alors, par exemple, quand des personnes du conseil syndical vous demandent des choses en plus, par exemple, porter leur sac jusqu'à leur domicile, comment dire non? C'est pas Alors, facile. on n'est pas forcé de dire non, on n'est pas forcé non plus de dire oui, mais généralement, je définis le gardien comme étant un voisin. Donc, je pense que l'entraide est nécessaire dès l'instant où, effectivement, on ne vient pas frapper chez vous à minuit pour vous aider qu'on vous aide à vous demander de porter les courses. Là, je pense que là, on en arrive au manque de respect. Mais après, moi, j'ai aucun souci à porter, à ce que ce soit porté ou pas. C'est une question d'éducation aussi, de respect mutuel aussi. Voilà. Faut pas abuser, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, pas en abuser de. Voilà. En fait, la personne est forcément toujours là, donc forcément. Bah, la frontière est très facile. ténue. Oui, La c'est frontière ça, est très ténue entre la vie privée et la vie professionnelle. Ah. Et surtout dans le privé, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et en plus, il y a un petit peu une double peine, dans le sens où le gardien a son logement. Ah oui, on n'en a pas parlé de ça. Et oui, parce que du coup, il est sur place déjà. Donc, et puis, il est sur place, c'est il a un son rapport logement, de mais il force n'ose un pas peu non plus trop faire ou mettre un stop, Ouais. parce qu'il y a toute une famille qui en découle, Ah oui, qui c'est vrai qu'on n'a habite, pas pensé qui à habite ça, ouais. dans la loge. Donc, c'est compliqué. Ouais, d'où l'intérêt de privilégier le dialogue, en fait, toujours. Ouais. Hein, Ouais. parce que, ouais. Ah oui, bon. Et donc, vous avez pu aider des personnes avec l'association? Oui, nous avons rédigé beaucoup de CV. On les a aidés à faire des CV, des lettres de motivation. Les syndics contactent l'association quand ils sont en recherche de gardiens. Donc, nous filtrons. C'est un leur relais, oui, super tout à fait. intéressant. Ouais, quand ils recherchent, ils passent par l'association. Nous avons aidé, nous faisions aussi
des rencontres une fois par an. Mmh. Pour se voir et puis pour faire un petit peu le feedback de ce qui s'est passé. La cotisation était de 20 € par an. Oui, c'est rien. Donc, nous, c'était juste pour les timbres. Puis maintenant, il n'y a plus de timbres, ce sont les emails. Mais nous avions des partenaires et nous avions organisé aussi le concours des décorations de Noël des halls d'entrée. Ah, ben oui, d'ailleurs, oui. Ouais. Parce que pour moi, je me souviens quand j'étais petite, la loge n'était pas grande, donc nous avions un petit sapin qui était chouette, parce qu'après il y avait des cadeaux quand même, mais c'était pas le beau sapin. Le beau sapin, il allait le vrai dans le hall. Et voilà, celui qui donc, sent. C'était le prolongement de la maison. Et oui. Et donc moi j'avais plus de plaisir à faire celui du hall. Que bon, celui de la maison aussi, mais voilà, c'était le vrai, le grand, celui qui sent bon, et j'avais voulu rendre hommage. Celui qui clignote, qui a la musique, enfin bon, voilà, c'est ça. qui est propre à celui qu'on attend. Vous êtes dans des immeubles où il y a des gardiens, des gardiennes? Oui, il y a une gardienne dans mon immeuble. Oui. Moi non. Lydine, non? Et elle est sympa, la gardienne? Oui. Il y a des contacts, il y a je pas de la croise un petit peu. Ouais. Avec le télétravail, on a plus l'occasion de croiser les gardiens. Oui, c'est vrai, oui. Oui, moi j'ai une grande pensée pour Paola, que j'embrasse, Paola, parce qu'elle a regardé en direct. Voilà, précieuse gardienne. Oui, et puis il y a des quartiers, c'est un métier qui a tendance à disparaître là aussi. Oui. Il y a beaucoup de personnes dans le privé. Oui, dans le privé. Après, il y a des quartiers comme le 16e ce sera difficile de faire disparaître. Oui. Et c'est vrai que moi, là où j'habitais avant, effectivement, elle nous portait le courrier à chaque porte. Quoi. Oui, et puis si l'appartement, après, peut être dévalorisé s'il n'y a pas de gardien. Dans le 16e. Donc, oui, mais c'est vrai que on en a besoin. C'est vrai. Alors, j'ai là une autre information. Vous avez assisté au premier conseil parisien des Européens. Oui. La ville, c'est quoi? Alors, ça a été à l'initiative de l'ancien maire adjoint, monsieur Hermano Sanchez, délégué à l'Europe. Et en fait, il fallait s'inscrire sur une liste et être tiré au sort. Donc, il y avait toutes les nationalités qui étaient représentées. D'accord. Et nous nous sommes réunis au sein de la mairie de Paris. Et puis, nous pouvions faire une proposition qui était votée en assemblée, enfin au conseil. Oui. Voilà, il y avait quelles étaient éventuellement les difficultés rencontrées quand un étranger arrive. Donc il y avait des Italiens, des Polonais, Portugais, Espagnols, enfin voilà, il y avait tout ça. Donc c'était vraiment génial. Et puis après, voilà, nous faisions plusieurs propositions. Une était choisie, était présentée, et ensuite était votée. Donc j'ai eu le privilège de faire partie de... Ah bah oui. Ouais, c'était très intéressant, surtout que j'ai vécu 14 ans au Portugal. Vous êtes reparti au Portugal en fait. Ouais, je suis née ici et puis je suis partie là-bas dans les années 2000 et je suis revenue en 2013. Et donc là, j'ai pu effectivement... voilà, c'était pas que les vacances. Un changement énorme, non? Un changement énorme, oui. Oui. Ouais. Professionnel, oui. Oui. Énorme. Oui, oui, d'accord. Très bien. C'est vrai, mes grands-parents sont venus d'Italie. Donc, voilà, je comprends tout à fait. Les difficultés de la langue. Moi, j'ai ma grand-mère italienne, elle ne parlait pas un mot de français et elle n'a pas pu jusqu'à la fin parler un seul mot. Elle parlait qu'en italien. Et c'est vrai que maintenant, je constatais qu'il y a justement des cours qui sont donnés pour les personnes qui sont nouveaux arrivants. Ou ceux qui ne savent pas écrire aussi d'ailleurs, voilà. Et c'est un beau progrès, voilà. C'est un beau progrès. Pour intégrer voilà, notre société française qui est diverse, voilà. Mais la profession de gardien d'immeuble a beaucoup évolué aussi dans le sens du recrutement. Ah ouais, pourquoi les tâches sont les mêmes dans le privé, dans le privé. Oui. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut avoir fait bac plus 7 pour... Quasiment. Non, c'est pas possible. Ah bon? Ah, presque. Ouais. Alors, un casier vierge, je comprends. Non, ça, on ne vous le demande pas. Ah ben tiens, c'est bizarre. Bon. Non. Alors, c'est la seule chose qu'on ne vous demande pas. D'accord. Mais oui, tout à fait. Les CV sont triés d'une certaine façon. Donc, Est-ce qu'il faut être coopté pour...
parrainer. Alors, ce qui était très étonnant quand nous avons créé l'association, c'est que nous avons détecté que les places se vendaient. Ah oui. Alors, c'était hallucinant. Dingue. Donc, nous avons alerté que c'était illégal. C'est pas un fonds de commerce. C'est-à-dire que tiens, si je te laisse ma loge, tu me... Voilà, donc il cherche quelqu'un, donc moi je te pistonne et tu me donnes 5 000, 10 000 euros. Et puis rien ne vous garantit que vous ayez la place ensuite. Et puis c'est complètement illégal. Oui, enfin, je veux dire, c'est ça. Non. Ah ouais. Non, ouais. non. Non. Surtout, alors c'est vrai qu'à Paris, c'est quand même hyper prisé un appartement. Peut-être que c'est ça qui motive. Oui, bon, parce qu'ils sont finalement le fait d'être dans l'immeuble avec un appartement, ça reste, ça demeure. Ça reste à demeure et puis il n'y a pas de le loyer à payer. Ceci dit, une personne seule, elle s'en sort pas même sans loyer à payer. Hein. Donc c'est bien pour un couple. À Paris, c'est bien pour un couple. Mais même maintenant, il y a quand même ça a beaucoup évolué. Avant, il y avait des personnes qui étaient dans les loges de gardiens. Ils étaient à 5, 6 dans 20 mètres carrés, quoi. Là maintenant, il y a quand même cette attention-là dans les annonces en disant voilà, un couple avec un enfant. Où il y a des conditions. On n'en est pas arrivé. Je crois que c'est au Luxembourg ou la Suisse où il faut qu'il y ait un enfant et sa chambre obligatoirement. Je ne sais plus quel est le pays. Mais c'est obligé, non, quand même. Bon. Non, pas forcément, comme je vous dis. Oh la vache. Ouais. Non. C'est étonnant quand même. Mais bon. Non. Et oui, le luxe à Paris, c'est l'espace. Alors, quels sont vos projets ? Moi, mon projet, c'est déjà d'avoir ce diplôme à la fin de l'année. Ça va être à la fin de l'année. Ouais, j'ai commencé là. J'ai commencé là. Ça va pas être simple parce que il y a beaucoup de termes médicaux, de posologie, de prescription, enfin de choses. C'est ça. Voilà, on va voir. Et puis après, je voudrais. L'un de mes objectifs, c'est effectivement intégrer une unité hospitalière et être dans les soins palliatifs et continuer l'accompagnement du deuil que je fais. D'accord. Voilà. Et vous avez un cabinet Là, actuellement, je travaille pour l'association Mieux traverser le deuil de Christophe Fauré, qui a été l'un de mes professeurs, qui est psychiatre. Et je travaille soit en visio, soit par téléphone, soit sont des personnes qui de tout. Voilà, on a du Canada, on a de la Suisse, on a. Voilà. On va peut-être donner le nom, ou le site. Mieux traverser le deuil. Mieux traverser le deuil. Ouais. Et il y a l'association Empreinte aussi. Empreinte. Ouais. D'accord. Et c'est toujours des noms, comment dire. Évocateurs d'humanité, comme Alma, on sent aussi qu'il y a l'âme, il y a voilà. Alma, c'est l'âme en portugais, et puis le pont de l'Alma, donc les gardiens font souvent le pont avec les propriétaires, les locataires. Donc le nom a été trouvé pas par moi ni par. Il a été trouvé par justement ce maire adjoint. C'est vrai. Ouais. Bon. Hermano Sanchez, tout à fait. Ah oui, tu l'as trouvé. Tu es trop fort, Erwan. Exactement. Voilà, mieux traverser le deuil. Mieux traverser le deuil. Très bien. Tout à fait. Bon, alors vous nous tiendrez informés des avec résultats. Grand plaisir. D'accord, pour on fêtera ce diplôme. Et puis surtout, si vous êtes engagé après, c'est très très bien. Voilà. On ne sait jamais. Je commencerai par du bénévolat. On ne sait pas. La vie décide des choses des fois. Vous savez. Pour l'instant, je commencerai par du bénévolat. Bon, merci beaucoup pour ce très beau témoignage. Merci à vous, Véronique. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser sous le Facebook. Je vais regarder s'il y a des petites choses. Bon, on est nos amis Anne-Louise Lamé, qui est gendarme, Yannick, qui nous suit aussi. Voilà, et très bien. Merci beaucoup, les amis. Alors, on va continuer avec Ludine. Alors, Ludine, donc, elle est en train de faire un croquis. Magnifique. Voilà, mais je triche, j'ai mis un œil dessus. Et donc là, je tenais beaucoup à ce qu'on parle en fait de tes illustrations. Et là, c'est pour quel magazine ?
Merci beaucoup de cette attention. Ça, c'est pour le magazine qui s'appelle 50-50 Magazine, le magazine de l'égalité femmes-hommes. Et voilà, je réalise des chroniques BD une fois par mois en principe. Là, j'ai fait une grande pause, mais je suis de retour. Et donc ça, c'est la chronique de novembre dans laquelle je parle de ma découverte du mois de novembre, à savoir que les chevaleresses ont existé, qui étaient donc des chevaliers, mais au féminin. Et c'est la première case du coup où j'explique que quand j'étais petite on avait fait un carnaval thème médiéval et que moi j'étais déguisée en princesse et que j'avais même, bon j'étais petite mais jusqu'à il y a peu de temps je n'avais pas envisagé qu'il aurait été possible d'être déguisée en chevaleresse et en fait elles ont existé c'était très très connu et populaire. Le Moyen-Âge, c'est une période historique qui est très très large, enfin très grande, ça a duré très longtemps. Mais l'âge d'or de la chevalerie, je crois que c'était le 12e siècle, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, entre le 11 et le 14e, elles étaient très présentes et c'était normal. Bon, elles étaient minoritaires parmi les femmes, parce que comme les chevaliers l'étaient parmi les hommes. Mais c'était pas du tout quelque chose d'exceptionnel d'avoir une femme guerrière de 1 et une femme en armure sur un cheval de 2 non plus. On se rappelle d'une quand même. Ah oui, Jeanne d'Arc, oui, mais Jeanne d'Arc, voilà, oui. C'est un peu la Marie Curie de la chevalerie. Mais non, elles étaient beaucoup, et il y a même des moines qui écrivaient des livres sur leur sœur en disant ah, ma sœur est trop stylée. Et voilà, et en fait... on ne les connaît pas, donc pourquoi ? Parce que, alors c'est pas moi qui le dis, c'est Eliane Viennot, c'est une émission de France Culture que je vous recommande, et ça c'est le livre de Sophie Brouquet qui a fait, je crois, sa thèse sur les chevaleresses, donc je vous invite à lire. Et oui, donc Eliane Viennot nous explique que Louis XIV a décidé que non, on n'allait plus parler des femmes guerrières, parce que ça correspondait pas au récit national qu'il voulait raconter. Du coup, il y a vraiment une politique d'effacement, ce qui fait que quand plus tard les encyclopédistes ont voulu ont lu les textes, ils n'ont pas compris en fait. En voyant le mot chevaleresse, ils se sont dit c'est bizarre, c'est pas du tout ce qu'on nous a appris, dis donc les femmes se battent pas. Ça doit être autre chose. Et du coup, ils en ont pas parlé, et après les historiens ont fait la même erreur. Ils ont oublié. Exactement, donc on les a effacés puis oubliés. Et c'est quand même très dommage parce que c'est chouette. Et de manière générale, puisque je suis en master d'histoire, c'est quelque chose que je constate beaucoup, c'est qu'on a l'intuition que l'histoire c'est quelque chose de très objectif et d'établi fermement, et en fait pas du tout. Les historiens et historiennes sont biaisés comme nous par les représentations culturelles qu'on a, qui sont sexistes comme beaucoup de choses. Patriarcales souvent. C'est ça, patriarcales exactement. Et qu'en fait... ces savoirs-là sont établis de manière subjective, et j'ai fait une autre BD précédemment juste pour mon Instagram, qui est Ludynamite, Ludynamite, où je parle de la fécondation, et j'ai lu un article dans le cadre de mes études qui m'a impressionnée parce que je pensais que... Enfin, je ne sais pas quelle représentation vous avez autour de ce grand V de la fécondation, mais pour moi, je pensais que c'était le spermatozoïde qui fonçait comme ça avec ses copains, et c'était le plus rapide, qui perçait l'ovule. Mais c'est ça qu'on nous a appris. C'est ça qu'on nous a appris, et c'est pas du tout ça qui se passe. Mais je l'ai lu dans une de tes BD, oui. Est-ce qu'on ne peut pas la voir ? On l'a vu là ou pas ? Non, on l'a pas vue, mais peut-être que sur mon Instagram, on va la trouver. Voilà, je l'ai vue sur Instagram alors. Ouais, elle est sur Instagram, et très rapidement, je peux vous expliquer. Vas-y, explique-nous, okay, c'est très intéressant. Alors, hop, excusez-moi, je replace. C'est un article de Emily Martin qu'il a écrit, je crois, en 1991, donc ça fait vraiment longtemps. Enfin, ça fait longtemps. Pour moi, ça fait longtemps. Et en tout cas, quand je... Excusez-moi. Non, ça fait pas si longtemps, mais en tout cas... 20 ans, 21 peut-être, je sais pas. 21, oui, tout à fait. Je suis, ça fait 30 ans, merci. Oui, ça fait 30 ans qu'il a été écrit. Très cher. Et on aurait pu se rendre compte entre-temps qu'on aurait pu changer des choses, quoi. Mais moi, j'ai quand même appris ça, donc le spermatozoïde qui fonce pour percer l'ovule. Et en fait, déjà le spermatozoïde, il n'a pas du tout intérêt à rentrer comme ça dans toutes les cellules et à féconder tous les reins qui lui passent devant. Du coup, son mouvement est pas du tout rectiligne, mais comme ça. Il avance en secouant la tête, ce qui est un peu ridicule. Mais c'est vrai. Et en fait, c'est pour essayer de se défaire de toutes les cellules qui pourraient rencontrer. Mais c'est purement logique, en fait. Oui. Donc déjà, de 1,
qu'on nous fasse pas croire l'histoire du vaillant petit nageur là, c'est pas du tout ça. Et puis la passivité, c'est ça. Et oui, mais c'est ça. Et en plus, donc déjà, il va pas du tout vite parce que ce serait, enfin, c'est pas dans son intérêt non plus d'aller méga vite. Et donc l'ovule n'est pas du tout passive puisque donc déjà elle a une espèce de capacité à choisir le spermatozoïde qui l'a fait avec lequel elle va, voilà, c'est ça. Voir si son patrimoine génétique est intact, etc. Et après, donc, le spermatozoïde qui fait comme ça, il faut bien qu'elle l'attrape. Et donc, ils ont chacun sur leur membrane cellulaire des acides aminés, des protéines qui sont elles-mêmes constituées d'acides aminés, j'ai fait S. Bon bref, des protéines qui s'accrochent l'une l'autre pour faire en sorte que la fécondation ait lieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand les scientifiques ont vu ça, bon, c'était quand même dans les années 70, ça fait un moment, les protéines qui sont situées sur la membrane cellulaire des spermatozoïdes sont les protéines dites serrures, et celles qui sont sur la paroi des ovocytes sont les protéines dites clés. Donc techniquement, ça fait comme ça. Et c'est les protéines qui sont sur la membrane des ovocytes qui pénètrent les protéines sur la membrane des spermatozoïdes. Oh là là, tu es en train de gâcher. C'est pas possible. Mais oui. Et les scientifiques qui vont tomber, les types. Bah voilà, se sont dit c'est pas possible, on ne peut pas dire ça au monde. Du coup, on va appeler les protéines qui sont sur les membranes des ovocytes les protéines réceptrices des protéines des spermatozoïdes, ce qui est une périphrase hyper longue plutôt que juste dire c'est. En fait, c'est un échange finalement. Mais oui, c'est mutuel. C'est un genre d'égalité finalement naturelle. Voilà. Un genre d'égalité naturelle. Et donc, ça ferait s'effondrer l'argumentaire, enfin la base argumentative de beaucoup de discours masculinistes. Donc, il ne faut pas le dire trop fort, mais entre nous, on peut. Et voilà. Et c'est très intéressant et on ne le sait pas. Du coup, je fais des BD pour partager ce savoir. Des BD incroyables. Merci beaucoup. Voilà. Et parce qu'elles sont très documentées. Tes BD, effectivement, tu fais histoire, mais apparemment, tu n'as pas fait que ça, parce que tu fais science aussi, science de la vie. J'ai fait, j'ai fait un bac S, une prépa scientifique. Non, alors n'importe quoi, une prépa littéraire, excusez-moi, dans mon autre vie peut-être scientifique. Et après, un master d'histoire des sciences. Donc j'y reviens. Et qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grande? Alors, quand je serai plus grande, je voudrais faire des BD. Je voudrais être BDiste, illustratrice. Mais voilà, je penche plutôt pour la BD parce que j'aime bien écrire, j'aime bien faire mes textes. Et j'aime la double casquette de la BDiste, BDaste. Par contre, que je me renseigne sur comment est-ce qu'on dit. Mais c'est bien parti parce que tu collabores aussi avec les culottés du bocal. Oui, alors pour les culottés du bocal, j'ai fait quelques BD, mais je fais surtout de l'illustration. C'est pas mon activité principale pour le moment, les culottés du bocal, mais j'y suis toujours. Ouais. Et on reconnaît ton style, en fait, c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est gentil, dans tes dessins. Et oui, t'as déjà un coup de crayon. Merci beaucoup. Mais certainement que tu devais savoir que t'avais un don ou quelque chose, non? Je sais pas si c'est du don, je pense que c'est de l'appétence et du travail. Après, c'est des choses qui se cultivent. Tous les enfants, beaucoup d'enfants dessinent. Beaucoup d'enfants auxquels on donne la possibilité de dessiner quand ils sont petits dessinent. Après, il y en a qui continuent et quand on continue, on s'améliore. Moi, je crois pas vraiment à cette histoire de don concernant le dessin en tout cas. Mais ça se travaille, c'est sûr. Et alors, tu dessines avec un crayon ou sur comme média tu vois, une tablette. iPad, voilà. Oui, alors là, je dessine avec des feutres à encre. Et pour les BD que je poste sur Instagram, l'écrasante majorité, je fais d'abord des crayonnés au crayon, du coup. Et après, je repasse avec ma tablette graphique pour que le rendu soit plus net. Voilà. D'accord. Mais je fais les deux. Du coup, c'est les deux. C'est ça. T'arrives à mixer les deux, super. Oui. Et les écritures comme ça, c'est toi? C'est moi, tout à fait. On m'avait envoyé un message pour me demander quelle police j'utilisais. Oui. C'est mon écriture. Bon, mais très bien. Alors, Instagram Ludynamite, L-U-D-Y-N-A-M-I-T-E, Lu et Dynamite. Mon prénom, c'est avec un I, mais voilà, fallait un jeu de mots. J'étais jeune. Alors, donc là, tu es en train de faire un croquis à la fois de l'actualité, puis du plateau, et puis tout ça, hein, c'est ça? Surtout du plateau, là, mais oui, tout à fait. Ok. Eh ben, formidable, hein. Merci. Merci à toi. Mais non, alors maintenant, mais je suis très contente que tu sois là, et c'est grâce à Tiffany
tout à fait. Voilà. Tiffany, d'ailleurs, qui va avoir bientôt son spectacle. Oui, qui reprend. Elle fait La pérille mortelle. La pérille mortelle et puis les comptes à rebours. Et les comptes à rebours. Il me semble que c'est une semaine sur 2 au Café de la Gare. Alors, la pérille mortelle, c'est le lundi, je crois. Et les comptes à rebours, c'est le samedi. Mais tout est à retrouver sur son site ou sur son Instagram. Elle communique régulièrement à propos de ça. Oui. Bon, mais merci beaucoup. Alors, merci à toi. On va entrer en communication avec... Ah non, je sais plus, tiens. Avec Roxy. C'est ça ? Alors, Roxy, pour mémoire, c'est une jeune fille qui vit depuis 6 ans à Londres et qui est iranienne. Et donc, elle avait fait un happening, en fait, où elle se coupait les cheveux à Londres, sur la place Trafalgar Square. C'est une œuvre... après, ça a été repris en œuvre par des street artistes à Paris. C'est dans le tunnel des Tuileries. Et moi, j'y suis allée avec Marquise, qui devait coller quelque chose que j'ai découvert. Voilà. Et on a longé tout le tunnel. Et puis, il y avait cette jeune fille, voilà, qui se coupait les cheveux, version street art. Et c'était Roxy. Et donc, Roxy, maintenant, elle est une figure, en fait, de la lutte femme, vie, liberté. Et elle est maintenant sur tous les plateaux. Alors, la dernière fois qu'on l'a vue au téléphone, c'était il y a un mois à peu près. Elle nous expliquait qu'elle recevait des menaces de mort et tout ça. Donc, on va lui demander comment elle va. Je sais qu'elle a fait 3 télés depuis. Bon. Et que, alors, pour lutter, eh bien, elle danse. Voilà. Voilà. Hi, Roxy. Hi, thanks for having me. How are you? Actually, I have a very, very tough day, and I have too much headache because of the news that I heard from Iran. Oh, what? What happened? Actually, because, you know, 3 years ago, the government, because of the peaceful protest in Iran that happened against the increased price in oil, they killed 1,500 people at the street. The statistics out from the very formal United Nations, you know, that so it's more than 1,500 people. So now the 227 of the parliament members decided to execution the people who was protesting and who is in jail. So I'm so worried about them. Donc en fait, voilà, elle est choquée, on va dire en état de choc, d'avoir appris qu'il y a, je crois, 1500 personnes, c'est ça, qui ont été tuées. Et alors, quel est le rapport avec l'huile et le gasoil? Bon. Do you have news from your friends and your family? Yes, they are actually, the government also threatened them because of my activities. And they are trying to keep me silent here. Oh, donc elle dit qu'en fait, apparemment c'est comme si ils avaient la pression un peu à cause de ces activités. But what kind of activities, Roxy? What do you do? We can see you here in the street with something written on it. I can sing, something like this. Yes, because I did interview with the media, the Persian language media in outside of Iran, and everyone who just interviews with any platform, they just arrested the people in Iran because there's other family interview. And you mean because of the simple act of interview, we can go to the jail? Okay. But your activities, you go and you dance in the street and the way you fight. Because I'm
No, not only dance, because I'm trying to raise awareness here, and now I'm like an asset to, to just reveal information about the who is pro-regime in London. Okay. And they are worried about it. Ok. Donc, effectivement, au départ, elle organisait des endroits où elle chantait, elle dansait, notamment avec Bella Ciao et tout ça. Et maintenant, en fait, l'idée, c'est de dire vraiment ce qui se passe avec le gouvernement. Voilà, donc c'est des photos chocs, un peu. Like picture that can hurt people by just seeing women with blood. And because you want to reveal what's happening for reality. And also they reveal the people who is supporting regime in London, and I'm trying to know the people who is supporting regime in London. Ah, d'accord. And they are so dangerous, and because of that. Okay, excuse me. En fait, elle essaye de trouver. Erwan, merci. Elle essaie de trouver en fait quels sont les appuis à Londres du régime en Iran. This is dangerous, Roxy. Yes, it's dangerous for me. And actually, this weekend, someone following me and started taking photo and video of me. I don't know, but I reported to the police. Mm. But they are trying to keep me silent, or maybe kill me. But I don't know what's going to happen. Donc en fait, elle dit que la dernière fois, elle avait reçu des menaces de mort, mais là, ils essayent de lui faire de la pression pour qu'elle se taise, mais elle ne peut pas le faire. Et donc, bien, elle continue de lutter. I watched you on TV shows. Yeah, it was about the program called Tomorrow. Yes. And in that program, yes. I talk about tomorrow. the people. Yeah. Tell me. No, Tomorrow is the name of program that I was attended there to talk about this activity, that how we can support Iranian more, and because they are looking for me. Okay, so what can we do to help you? So please use hashtag Mahsa Amini in your post and in your story, and just spread the word and raise awareness. And we need to get, because the media, media is not gonna support us. I don't know why, but never say anything, and they just sitting silent. So we are trying to be our media, you know. Donc en fait, elle essaie de faire en sorte que d'être son propre média. Erwan, I've got a problem with the sound, really a big one. Parce que et donc elle nous demande de la suivre et puis de relayer avec le hashtag Mahsa Amini. Voyons, c'est mieux. Oui, and hashtag Woman Life Freedom. Et celui aussi dont je parlais tout à l'heure, donc Woman Life Freedom, qui en français femme, vie et liberté. Vous avez entendu sur le plateau, vous avez entendu parler justement de ce mouvement. Vous avez coupé vos cheveux à un moment donné ou pas? Non. Vous avez J'en ai entendu parler, oui. Ouais. Oui. Oui, aussi. Tu as écrit, tu as dessiné quelque chose? Non, j'ai pas dessiné, j'ai pas écrit, mais je suis de tout cœur avec. Enfin, c'est très facile à dire de là où je suis, mais je soutiens Roxy et sinon, enfin, c'est difficile de. Ludin is one of the chroniclers. Yeah. Yes, and illustrator, and she said she supports you. Because I want to. Thank you so much. To support us using hashtag and. Donc, pour la soutenir, voilà, Women Life Freedom. And Mahsa Amini, oui, parce qu'elle a peur en fait que les médias oublient finalement cet événement, alors qu'on en parle quand même ici en France. You know, here in France, we talk about it. You know, we talk about what's happening in Iran. Don't worry.
so much. Thank And you. anyway, Veronica. we keep in touch. And Yes. you tell me, okay? Things maybe in 2 weeks I call you and in case you call me to be in the show next week, okay? Yes, thank you. Brilliant. Thanks for the time. We want to support you, and the director of Radio Armada called Rabah wants to help you too. Okay, so if it's a way to support you, we can do it. Okay. Women, life, freedom. Women, life, freedom. Thank you. The freedom. Thank you. Bye. Bye bye, Roxy. Bye bye. Bye. Good luck. Bye bye. Thank you. Bon, merci beaucoup Erwan. Effectivement, c'était une très bonne solution. Bon. Parce que là, ça a été un peu compliqué. Alors, effectivement, donc j'ai expliqué que voilà, le directeur de Radio Armada soutient aussi cette initiative de donner la parole dès qu'elle le veut et le peut à Roxy pour la soutenir et pour expliquer que on est là. On est là pour lui permettre de médiatiser aussi ce qu'elle fait. Alors, merci Erwan. Voilà, notre technicien de choc. Alors aujourd'hui, il ne fait pas de... Parce que des fois, il circule comme ça, on ne le voit pas. Il y a un trapèze magique là qui roule, clac, 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 qui va. Et puis après, il revient au sol, il roule comme James Bond. Mais aujourd'hui, non, il est tout calme. Bon, alors, on va enchaîner avec la vidéo de Annie Dupéré, qui était cette semaine chez notre confrère Jordan Deluxe, que je connais surtout de Montmartre. Et puis, alors, j'ai adoré Annie. On va voir cet extrait. Camailleux de femme. Un vrai coup de gueule. C'est sur un vrai ministre coup de gueule. Oui, c'est sur un ministre, ou puis le gouvernement qui suit derrière, parce que le ministre obéit au gouvernement, bien entendu. Voilà, je voudrais dire une chose. J'ai lu de la part de ce ministre de la Santé, dernièrement, que mon Dieu, l'hôpital est dans un tel état, et les services de santé, mon Dieu, sont à l'agonie. Il y a même des enfants qui vont mourir, peut-être, parce qu'on ne peut pas les accueillir dans les services d'urgence. Les services d'urgence ferment. Et j'ai lu, quelque part, il faudrait recruter des soignants, mais va-t-on en trouver ? Monsieur le ministre, il y a 15 000 soignants suspendus, pompiers et gendarmes qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on les réintègre comme ils l'ont fait à New York et comme ils l'ont fait en Italie. Qu'est-ce qu'on attend ? 15 000 soignants prêts à travailler. Et vous savez ce que ça veut dire suspendu ? C'est qu'ils ne sont pas licenciés. C'est-à-dire qu'ils n'ont ni chômage, ni salaire. Depuis 2 ans ou 1 an et demi, depuis qu'on les a applaudis et qu'on les a foutus dehors, après ceux qui ont résisté à ce vaccin, entre guillemets, voilà. Ça vient du cœur. Ça vient du cœur parce que c'est une énorme colère. Quand je lis ça, mais mon Dieu, il faudrait des soignants, va-t-on en trouver, enfin ? Ils sont là, sans salaire, sans rien, sans chômage. Ça vous va comme coup de gueule ? Oui, ça me va. En ce moment, c'est pas fait. Vous savez ce qu'ils ont fait à New York ? L'État de New York. Ils ont non seulement réintégré les soignants, ils leur ont payé tous les salaires en retard. D'accord. Hein ? Qu'est-ce qu'on attend ? Venez nous parler de vous. Ah oui, quelle femme ! Annie, bravo, magistrale. Voilà. Alors, pour en discuter sur le plateau, on a Bénédicte qui représente ici, Bénédicte Renas, qui représente le collectif réseau OSP. Mais qu'est-ce que c'est que ce réseau ? Le réseau OSP, c'est le réseau On s'en passe, qui s'est formé suite à la mise en place du pass sanitaire à l'été 2021. On s'est rassemblés à plusieurs jeunes autour de cette question, parce qu'on, en opposition au pass sanitaire, et on souhaitait donc se rassembler entre personnes qui souffraient un peu de la situation, parce que c'est vrai que ça limitait quand même notre vie sociale. Et pour rendre utile ces rassemblements, en fait, on a organisé des conférences autour du thème des restrictions de liberté.
D'accord. Donc on a organisé une petite dizaine de conférences et apéros l'année dernière. On a invité pas mal de personnes intéressantes. Alors parce que ça veut dire que pour vous, ce pass, c'était une restriction de liberté ? Oui, clairement. Donc on ne pouvait plus accéder au restaurant, au cinéma et il y a plein d'autres lieux publics sans avoir de pass sanitaire, dont les hôpitaux, bien sûr, ce qui est un scandale. Mais... Ouais, c'est vrai. On oublie vite, beaucoup trop vite. On a déjà oublié, c'était pourtant il y a quelques mois. C'est vrai. Alors du coup, ce collectif, il rassemble des soignants, mais des pompiers aussi, ou c'est... Alors le réseau On s'en passe rassemble surtout des jeunes qui étaient sensibles donc, à cette question des libertés. Et parmi ces jeunes, et autres, on a beaucoup de soignants qui ont refusé la vaccination obligatoire. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour eux ? Donc ils ont été suspendus à partir du 15 septembre 2021. Enfin, ils avaient encore un mois jusqu'au 15 octobre pour se mettre à jour s'ils le souhaitaient. Mais globalement, ils ont été suspendus. Donc ça veut dire arrêter. Ils n'avaient plus le droit de travailler. Mais pour autant, leur contrat n'a pas été rompu. Donc, il fallait qu'ils démissionnent ou... de leur poste, ou comment ça se passait ? Non, même pas. Même pas. Enfin, on leur a pas. Oui, ils peuvent démissionner. Mais pour ceux qui ont toujours souhaité travailler comme soignants, qui n'ont pas forcément d'autres formations, et qui ne souhaitent pas démissionner, c'est compliqué. Et donc, on leur a simplement demandé d'arrêter de travailler, donc sans salaire, sans indemnisation. Et aujourd'hui, sans perspective de reprise du travail, ils sont toujours suspendus, donc depuis plus d'1 an en France, parce que dans les autres pays, ils ont été en Italie, réintégrés. En Italie, tout à fait. Là, à New York. À New York, comme l'expliquait Annie Dupéret. Et alors, qu'est-ce qui se passe apparemment ? En plus, il manque des soignants en France. Oui, non, mais Annie Dupéret l'a très bien expliqué, avec force conviction. C'est ça qui est fou, en même. effet, c'est complètement scandaleux dans l'état dans lequel est l'hôpital aujourd'hui. Et puis, ce qui est aberrant, ce qui est hallucinant et complètement illogique, c'est que certains soignants vaccinés mais positifs au Covid ont pu travailler, alors que les soignants non vaccinés mais négatifs au Covid ne peuvent pas travailler, n'ont pas pu travailler, ne peuvent toujours pas travailler. Hallucinant. Et alors, j'ai entendu aussi parler des pompiers qui étaient venus de l'étranger. Oui, mais c'est le même scandale. En fait, on leur a pas demandé leur statut vaccinal. Voilà. Ils n'étaient pas soumis à l'obligation vaccinale et pourtant ils ont pu intervenir en France. On sait qu'il y a à peu près, c'est ce qui se disait cet été, qu'il y avait à peu près 6 000 ou 7 000 pompiers suspendus pour non-vaccination et on en a appelé 700 ou 800 de l'étranger. Quelle est la logique dans tout ça, surtout face à un feu avec tout un équipement, je veux dire, quel est l'intérêt d'être vacciné du Covid ou pas, on arrive à des aberrations totales. Ça semble plus administratif que réellement médical. Oui, les raisons sont politiques et non plus sanitaires. Alors du coup, en quoi ce collectif aide les soignants suspendus ? Donc, comme je disais, il y en a parmi les membres du réseau SP. Donc, on s'est pas mal intéressé à la question. Et comme on cherche à défendre les libertés, on cherche aussi à défendre donc, la liberté de travailler. Et donc, pour les défendre, en fait, pour demander leur réintégration, on organise ce samedi un grand événement avec de nombreux intervenants, des soignants qui vont témoigner de leur expérience, de la période qu'ils ont vécue, de la période de leur suspension, quand on leur a annoncé la suspension. On va avoir aussi un témoignage de médecins. On aura une intervention juridique de maître Carlo Brosa. Et puis on aura également la présentation d'un livre de photos fait par Didier Cocatrix, donc des photos de manifestations et de soignants.
Et enfin, on a une table ronde politique avec une sénatrice et un député. Donc une sénatrice LR, qui est Laurence Muller-Bronn, et le député Nicolas Dupont-Aignan. Et on espère encore avoir un député de la France Insoumise, mais on a beaucoup de mal à les contacter. Ils sont tous occupés par d'autres choses. Là, ils pensent très fort à Louis, peut-être. Ouais. Et c'est bien dommage parce qu'en fait, ils ont déposé une proposition de loi pour la réintégration des soignants sous condition de test qui sera voté, qui passera en débat à l'Assemblée le 24 novembre. Donc ça aurait été intéressant, c'est toujours possible. Ce serait intéressant qu'il y ait un député qui vienne parler de cette proposition de loi et qu'on puisse justement avoir une entente entre différents, de membres de partis politiques différents sur cette question qui est essentielle de la réintégration des soignants. Oui. Alors il y avait une décision du Conseil d'État qui permettait en fait aux soignants qui avaient été suspendus, mais même avant que la date de suspension du 16 septembre était en arrêt maladie. Et alors qu'ils étaient en arrêt maladie et que la date en plus n'était pas passée, avait été, allez hop, suspendue. Et là, en fait, le Conseil d'État avait rendu une décision en mars 2022 qui donnait tort aux hôpitaux, parce que en général, c'était ça, c'est l'hôpital. Donc ça, c'était déjà un bon espoir. Puis bon, peut-être que maintenant... On peut aller un petit peu plus loin quand même. Alors je ne sais pas ce qui a donné cette condamnation là du Conseil d'État, mais j'avais au téléphone hier ou avant-hier une des soignantes qui va témoigner samedi et qui me disait que justement elle avait été suspendue pendant un arrêt maladie et que du coup elle était toujours en procès pour obtenir gain de cause. En fait elle était en arrêt maladie pour une maladie qui contre-indique la vaccination au Covid et qui finalement n'a pas été, cette contre-indication n'a pas été reconnue. D'accord. Donc elle a quand même été été suspendue et elle est toujours en procès. Donc d'accord. Ouais, ça reste quand même très compliqué. Ouais. Je ne sais pas comment faire. Alors bon. On va peut-être appeler tout de suite le docteur Al-Ouest pour voir si lors de l'une de ses consultations, il peut nous faire une petite analyse de la situation. Et puis on va en parler tous ensemble. Alors docteur Al-Ouest, il fait du stand-up, il est comédien et puis il est docteur, là par exemple. Aujourd'hui il est docteur et puis il part en tournée bientôt. Et il a organisé en fait une collecte pour les soignants. Et il avait déjà réussi à mobiliser jusqu'à 6 000 €. Et puis là, il refait une action pour les soignants suspendus. Et donc, on va lui demander ses motivations. Allô ? Allô, oui. Bonjour, docteur. Écoutez, je tousse un petit peu. Alors, on vient pour une consultation, docteur. Qu'en est-il de cette situation, alors pour les soignants suspendus? Soignants suspendus, ce sera samedi prochain, le 26. Là, qu'est-ce que je voulais dire? Là, t'es déjà en direct, là? Ah oui, ça y est. Attends, parce qu'en fait, j'étais sur un live chez quelqu'un, je coupe quelque chose vite faire. On vous a dérangé, docteur Borbet, sinon... je peux combler. Donc, en fait, il va faire une tournée. Alors, je sais qu'il y a Toulouse, mais il y a quelle autre ville? À Paris aussi, d'ailleurs, Paris 13. Oui, en fait, la semaine prochaine, le 26, je serai à Toulouse. Ce sera le samedi, c'est pour... soutenir les soignants suspendus. Donc l'intégralité de la recette, elle va être reversée pour une association là-bas. Oui. La veille, donc le 25, je suis à Paris dans le 13e. Je vais faire plusieurs dates dans le 13e. En fait, je serai donc le 25 novembre, le 2 décembre, le 9 décembre et le 16 décembre. Paris 13e. Et après, d'autres dates à venir un peu partout en France. D'accord, très bien. Alors, pourquoi faire un one-man show au bénéfice des soignants suspendus?
Parce qu'on les a oubliés jusqu'à présent. Ça fait plus d'1 an qu'ils sont suspendus, qu'ils n'ont plus de salaire. Et moi, j'avais déjà fait une action au mois de mars, en fait, parce que il y avait le pass. Si vous vous rappelez, il y avait un pass qui empêchait les gens qui s'étaient pas fait infecter de pouvoir aller dans des lieux de la vie de tous les jours, quoi. Oui, c'est vrai. Et donc, quand le pass a été levé le 14 mars de cette année, moi, j'ai joué pour eux le 19 mars, donc j'avais donné toute la recette à une association pareil qui aidait des soignants dans le besoin. Donc j'ai toujours poursuivi un peu cette action, quoi. C'est-à-dire que dans la foulée, on avait fait un live avec des amis youtubeurs et puis on avait récolté 6 000 € pour une association de soignants suspendus. Donc je salue les youtubeurs qui m'ont aidé pour ça. Donc il y avait Rétropolo, si jamais il écoute, coucou à lui, Cam aussi s'il écoute. Et donc voilà, on continue ce genre d'action, quoi. C'est des gens qu'il ne faut pas oublier, parce qu'on était nombreux à les applaudir pendant le confinement. On nous a dit qu'il faut les applaudir à 20h, et puis après on les a laissés tomber. Donc moi, je sais pas, j'aime pas laisser tomber les gens, quoi. Pour moi, ceux qui sont dans le besoin, il faut les aider, quoi. Peu importe leur profession, en fait. Aujourd'hui, on est suspendu dans le domaine médical, mais ça peut être dans n'importe quel domaine, quoi. Moi, je suis là pour aider les gens, en fait. Oui, c'est sûr. Et alors, en quoi consiste ce stand-up? Quels thèmes sont évoqués pendant le stand-up? Ouais, c'est un spectacle. Bon, c'est sûr que si on a voté Macron, on va pas trop apprécier le spectacle, je pense. C'est bien, je vais être clair. D'ailleurs, j'ai déjà eu un directeur de théâtre qui est venu me voir et je pense qu'il était un fan de la Macronie, qui n'a pas apprécié. On peut dire son nom, on s'en fout. Ça n'engage que toi. Ah non, ça n'engage que moi, c'est pas grave. Non, c'est Dan Bolander du théâtre Le Beau Saint-Martin. Oui. Donc, il était venu voir mon spectacle quand je jouais dans un petit théâtre dans le 19e. C'est là où tu m'avais vu, je crois. Ah oui, oui, je suis venu te voir. C'était full. Voilà. Il y avait full, hein. Voilà, tu vois, c'était une petite salle, 40, on pouvait mettre 47 personnes là-bas. Et donc, il y a ce directeur qui est venu me voir, en fait, c'était dans la perspective de pouvoir jouer dans sa salle qui est un peu plus grande, qui fait 70. Oui. 70 places à partir de septembre. Très bien, oui. Donc, il est venu, la semaine d'après où tu étais venu, c'était pareil, c'était complet. Et en fait, le titre, le lendemain, donc, le gars qui tenait le théâtre dans le 19e l'appelle pour lui demander est-ce qu'il pense qu'on peut éventuellement envisager une programmation à partir de septembre dans sa salle. Et là, il a dit « Ah non, je peux pas, c'est trop complotiste. » Il dit « Je ne peux pas m'associer à ce qu'il raconte sur scène. » Ah oui, mais docteur, alors qu'est-ce que ça veut dire complotiste en fait? Est-ce que complotiste, ça veut dire avoir une autre opinion ou est-ce que c'est quoi? Ça veut absolument rien dire en fait. On est sur scène, on est dans un espace humoristique. Toi, tu as bien vu le spectacle en fait. Oui. J'ai bien rigolé. Franchement, c'est très rigolo. Voilà, donc les gens ils viennent, ils rigolent. On aborde différents sujets, mais le but c'est qu'on s'amuse ensemble, quoi. Donc, ça veut rien dire le terme qui est employé là. C'était injustifié en fait. Voilà. Et puis c'est un spectacle au cours duquel tu permets aussi de réfléchir sur la façon dont on s'alimente. C'est éducatif aussi. Hein. Oui, c'est sûr, on aborde différents sujets, c'est-à-dire que je parle de la malbouffe en fait, de ce que on a pris l'habitude de consommer qui est pas très bon pour la santé. Je parle de nos manières de travailler en fait, de travailler à la chaîne. En fait, j'aborde plusieurs thèmes dans le spectacle, mais toujours d'une manière, on va dire drôle, comique, avec un certain décalage. Oui, quoi. Un peu justement. Tu sais, des vidéos, je sais pas s'il y en a qui connaissent. Alors, justement, j'allais y venir à tes vidéos, parce qu'en fait, il fait des vidéos. Par exemple, alors, il y a une qui est très drôle aussi, c'est sur la question du chauffage. En fait, donc tu fais des montages, en fait. Hein, t'es fort, hein, franchement. Tu te projettes dans les films et tout. Ouais. Ouais, le principe de ma chaîne, c'est que mon personnage, donc Dr Aloès, qui s'incruste dans des films. Donc moi, en général, je sélectionne en fonction du thème que je vais aborder, je prends une séquence de films qui peut correspondre au thème, quoi, ou pour lequel le thème colle bien.
Donc je m'incruste dans le film et puis je donne la réplique à des acteurs tout en donnant des informations et en y mêlant justement des extraits d'émissions, de documentaires pour étayer le propos, enfin les propos que je tiens dans la vidéo, quoi. Ça fait un mélange drôle. On va dire, j'essaye de faire ça de manière rythmée. Donc c'est pour ça que oui, le montage est aussi ma passion, parce que ça fait un moment que je bosse la vidéo, donc mes montages ils sont c'est bien fait, hein. Ils sont assez efficaces en général. Il était suivi par combien de personnes? Sur YouTube, je dois être pas loin de 80 000, tu vois. Ouais. Et ta page, t'as une page Facebook aussi? Ouais, j'ai une page Facebook. Facebook, il m'en avait, tu sais, fermé une déjà à l'époque. Celle-là, elle a 15 000 abonnés, je crois. Et il y en a une qu'on m'avait bloquée parce que j'avais fait une vidéo sur Macron. Tu vois. J'avais fait une vidéo où dedans, ça s'appelait Invasion, voter Macron. En fait, j'avais repris le film Invasion Los Angeles. Ah oui. Et c'est un vieux film. Ah oui, d'accord. Voilà. Et partout, le mec, quand il met les lunettes, il découvre la réalité, quoi. Moi, dans le film, donc, le détournement que j'en avais fait, c'est que le gars, il mettait ses lunettes et il voyait voter Macron partout. Et donc, à la suite de cette vidéo, ma page, elle a été bloquée sur Facebook. Mince. Donc, j'ai jamais compris pourquoi. Enfin, si, j'ai compris pourquoi ils l'ont bloqué, mais ce que je veux dire, c'est que la vidéo, elle avait rien de... Oui, c'était pas insultant, c'était pas... Voilà. Bon. C'était drôle, quoi. Enfin, bref. Oui. Eh ben, même, oui, c'est sûr que tout ce qui est... Voilà, il y a des mots-clés, peut-être qu'il faut pas utiliser. Ouais, peut-être, ouais. Mais en fait, surtout là, bon, on va dire que depuis la crise sanitaire, c'est sûr que là, on a suivi quand même un peu plus la censure, tu vois. C'est-à-dire que j'ai fait une vidéo qui s'appelle Covid-19. J'avais repris le film Rambo, en fait, La Mission, tu vois. C'est là qui avait beaucoup marché avec Rambo. Je l'ai vu. Oui, je l'ai vu, ouais. Voilà, tu vois, bon, c'est là, en fait, sur YouTube, ils ont voulu me la supprimer. Oui. Tu vois, sur Facebook, elle a fait plus de 2 millions de vues. Sur YouTube, elle était à 460 000, un truc comme ça. Ouais. Et ils ont voulu la supprimer parce que dedans, je parlais du remède de Didier Raoult, tu vois. Ah oui. Ah ben oui, ça c'est... Mot-clé, là c'est... Laisse tomber. Ouais, et alors que tu dis, attends, moi j'ai dû me justifier auprès de YouTube en disant, cette vidéo, elle fait la rétrospective de tout ce qui s'est passé à cette époque. Donc je suis obligé d'aborder le traitement de Didier Raoult. Oui. Au départ, ils allaient me supprimer la vidéo. Donc en fait, ils la suppriment, tu vois. Ils te suppriment. Comment ça se passe sur YouTube? C'est qu'en fait, ils te suppriment ta vidéo et ils te disent que tu peux faire appel. Oui, après tu négocies. Voilà, et donc moi, dans ma réponse, en fait, je leur ai expliqué que cette vidéo reprenait, c'était une rétrospective des événements en fonction de la chronologie, comment ils s'étaient déroulés, quoi. Oui, voilà, c'est tout. J'abordais forcément... C'était factuel et chronologique, voilà. Oui, voilà, oui. Tu vois. Et t'as été entendu? Oui, heureusement, parce que... elle avait rien de... Enfin, elle était drôle, cette vidéo, tu vois. Oui. Parce que... Ouais, en fait, non, mais c'est pour ça que des fois c'est délicat. C'est vrai qu'il y en a. Par contre, sur YouTube, il y en a aussi qui sont passés à la trappe. Tu vois. Ils m'ont supprimé quand même parce qu'à un moment j'ai parlé de Bill Gates, tu vois. Ah, mais tu t'attaques à des grands quand même. Hein? Oui, écoute, il vaut mieux quand même. Il vaut mieux rire des puissants. Moi, je préfère rire des puissants que de me moquer de ceux qui sont dans le besoin, tu vois. C'est sûr. C'est chacun son truc, en fait. Oui, c'est un peu le Robin des Bois, hein. Ah ouais. Je vais changer mon nom de scène, je vais m'appeler Robin des Bois à la place de Docteur Alouette. Mais pourquoi pas. Et alors, est-ce que toi, tu connais le collectif réseau OSP? Tu peux répéter, j'ai pas bien entendu. Le collectif réseau OSP. Donc c'est Bénédicte qui est sur le plateau et en fait elle fait partie de ce réseau-là. Bénédicte, tu connais? On s'est aperçu en manif. Ah. Alors moi, mais on n'est pas très visible. Enfin le réseau SP n'est pas visible, mais d'accord. Mais on est quelques membres à avoir fait beaucoup de manifs. Ouais.
Ah d'accord, ouais, bah écoute, c'est une camarade, alors on s'est croisés en manif. C'est ça. Mais de toute façon, on s'est tous croisés en manif, quelque part. Hein, oui. Non, en fait, bah oui, non, mais écoute, tu m'enverras les infos par rapport oui, à l'équipe. Ouais, super, ouais. Et ensuite, qu'est-ce que je veux dire? Oui, parce qu'en manif, toi, t'es hyper sollicité tout le temps. Hein. Tous les gens veulent faire des photos avec toi. T'es une star. Bah, en fait, non, mais parce qu'il y a une vidéo qui a fait beaucoup marrer les gens. C'était celle que j'ai faite qui s'appelait La planète des singes. Oui. Tu vois? Oui. Voilà. J'avais repris le film La planète des singes et puis je l'avais mis en parallèle. Donc, le film de 1968. Je l'avais repris, j'avais mis en parallèle avec le discours de Macron qu'il avait fait le 12 juillet 2021. Oui. Où il a incité les gens à se faire. Donc, voilà. Et en fait, cette vidéo, elle a beaucoup tourné à ce moment-là, tu vois. Et c'est pour ça qu'en manif, les manifestants la connaissaient. Ils l'avaient forcément vue, tu vois. Bon. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui... en général, j'ai des bons sourds. Les gens, ça les fait marrer, ils sont contents. Oui, ils demandent un selfie vite fait comme ça. C'est sympa, quoi. Ben oui. Bon, et ben alors... et tu donnes des cours aussi, hein? Je fais des formations vidéo. Je fais ça une fois tous les 2-3 mois, tu vois, parce que comme à côté je fais d'autres choses, donc je fais des sessions en fonction des gens, du nombre d'inscrits que j'ai. Et avant, je faisais des cours de one-man show aussi, stand-up, one-man show, quoi. Je reprendrai prochainement, je sais pas quand, mais je vais certainement reprendre ça aussi, quoi. Ah, d'accord. Bon, ben, très bien. Et alors, comment on fait pour te joindre, docteur? Comment fait-on? Moi, j'ai mon adresse mail. Toi aussi, c'est pour faire, par exemple, une formation vidéo avec moi de 1 semaine. En fait, on fait 35 heures où on voit tout, en gros, toutes les étapes pour la construction d'un produit vidéo. Oui. On peut me contacter pour en savoir plus à mon adresse mail. Donc, Dr Alwest, tout attaché, donc docteur, DocteurAlwest, @gmail.com. Ok. Et alors, pour te suivre sur les réseaux sociaux? Ouais, sur Facebook. Moi, je suis un ancien, tu sais, j'ai pas Instagram, j'ai pas... Parce que les jeunes, maintenant, c'est Insta, hein. Ah ouais, non, mais moi, je t'avoue, j'y arrive pas à Instagram, j'ai essayé... Moi, j'ai YouTube, j'ai Facebook, et puis Twitter, je me suis mis à Twitter, ça fait même pas 2 ans, je crois. D'accord, oui. Et ouais, j'y arrive pas à être partout en même temps, parce qu'après, on est inondé de messages, et après, moi, je m'en sors plus, quoi. Bah oui, je comprends, oui. Bon, mais très bien. Alors, prochain spectacle, Toulouse, il y a Paris 13. Voilà, il reste des places? Paris 13, ce sera la semaine prochaine, le 25, vendredi 25 à 21h, donc Paris 13, 14 rue de Patay. Et à Toulouse, ce sera le 26, donc au Café Théâtre, le 57. Donc c'est le 57 boulevard des Minimes à Toulouse. Et donc là, l'intégralité de la recette, ce sera pour une association qui aide les suspendus. Oui. Cette association, elle s'appelle Rond-Point Numérique. Rond-Point Numérique. Voilà. Oui. Je connais et donc pas. c'est eux qui vont récolter l'argent de la recette, quoi. Et puis avec, ce sera pour acheter à manger, pour de quoi manger pour les soignants qui n'ont pas de salaire jusqu'à présent, quoi, qui n'ont rien, qui n'ont pas droit au RSA. Oui, c'est ça qui est fou quand même. Hein. Voilà, ouais. Donc ça fait plus d'1 an qu'ils sont dans cette situation. C'est pour ça que. Ouais. Et alors, tu as entendu qu'apparemment ils ont été même convoqués à la police? Ah oui, j'ai entendu ça il y a pas longtemps. Ouais, on vit dans un monde de tarés, quoi. C'est sûr que des fois on se dit, tout ce qu'on a pu voir dans des fictions, maintenant ça devient la réalité, quoi. C'est sûr que. Ah. Ouais. Et oui. C'est un monde un peu curieux. Un monde un peu curieux, oui. Des fois, c'est vrai que là. Ah bah oui, c'est sûr. Des choses un peu paradoxales qu'on a du mal à comprendre, mais bon. Eh bien, merci beaucoup, Dr Alwest, pour cette analyse. Merci beaucoup à toi, Véronica, pour cet entretien au téléphone. Hein, et à bientôt. Et puis les Toulousains, allez le voir. Oui. Voilà, vous allez bien rigoler. Et il parle de tout. Voilà, c'est un spectacle généraliste où on rigole bien. Et
Je vous le conseille vivement. Peut-être qu'on essaiera de passer la semaine prochaine. On va voir aussi. C'est le 25, c'est ça? Voilà, le 25. Tu seras la bienvenue, il n'y a pas de souci. Ouais. Peut-être qu'il y a des événements le 25 pour le 25 novembre, non? 25 novembre. Alors, très certainement. La Coupe du Monde qui commence bientôt, je crois que l'équipe de France, elle joue, mais elle joue pas le soir, en fait. Je crois qu'elle joue à 17h, non? En ce moment, c'est la Coupe du Monde qui va commencer. Donc, oui, ça, bien sûr. Alors, c'est vrai que ça, moi, je ne pensais pas du tout à ça, mais je pensais plutôt, tu sais, c'est le 25 novembre par rapport aux femmes. Donc, Ludine, tu veux nous en parler? C'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, donc peut-être qu'il y aura Mots et Mots de Femmes qui va faire un événement, je sais pas, ou sororité. Sûrement. Il y a la manif, une très grande manif, nous toutes, demain, samedi, voilà. Samedi, ouais. Samedi à 14h. Il y aura d'ailleurs Negoué qui représente des personnes qui ont dénoncé des faits qui sont déroulés avec l'ASE, lors de placements d'abus sexuels et tout ça, donc ils vont venir défiler effectivement avec nous toutes, mais c'est un gros défilé. C'est un gros défilé, ouais. Bon. Ce sera le 25, ce sera où? Alors ça, c'est samedi, et ça part de République, je crois. Hein. Oui, c'est de République jusqu'à Nation. Samedi. Une manif. Et le 25 même, il doit y avoir des événements, mais comme c'est un vendredi, il y a certainement moins de choses, parce que les gens travaillent. Souvent. C'est vrai. Quand ils ne sont pas soignants, suspendus, voilà. Oui. Bon, merci beaucoup, docteur. À la prochaine consultation. À bientôt, en tout cas. Bonne soirée à vous toutes. À bientôt. Au revoir. Bye bye. Alors, est-ce que vous le connaissiez, docteur? Oui. Bénédicte, oui. Non, pas du tout. Non, belle découverte. Il est très drôle, Et puis, très modeste, et il est très humain. Voilà. Et c'est vrai que ça fait plusieurs fois déjà qu'il fait des collectes pour les soignants suspendus. Donc j'avais envie qu'il vienne parler, et puis en plus il va partir à Toulouse. Oh mon pays, oh Toulouse, voilà. Donc, alors on va se tourner peut-être vers ton dessin. Je sais pas, faut demander à Erwan. Je ferai une dernière petite touche à la fin, mais pas de souci, on peut l'être maintenant. Il n'est pas encore terminé. Alors, de quoi? Alors, est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que moi, j'y vois pas en fait. Tu vois pas. Non, c'est de l'autre côté. Alors là, c'est moi. Voilà, j'ai dit qu'on n'était pas beaucoup par rapport d'habitude, mais que c'était pas grave. Là, je t'ai dessiné en train de faire ta chronique parfois lyrique et de dénoncer les priorités du gouvernement. Ensuite, alors là, c'est l'exposition d'Aminata. Non, je suis inversée, alors je suis perdue là, mais ici. Avec les petites mains, le téléphone. Ensuite, j'ai dessiné Elisabeth avec un superbe immeuble derrière. Wow. Voilà. C'est un château, attends, c'est un château. Non, c'est plusieurs immeubles collés, mais voilà, c'était pour rester dans le thème. Et Elisabeth qui nous parlait d'Alma. Ensuite, j'ai dessiné Roxy, j'ai fait une faute d'orthographe, donc je suis désolée, I'm sorry Roxy, pour la faute. Et j'ai dessiné Roxy ou une autre femme qui se coupe les cheveux. J'ai mis les hashtags, j'espère ne pas avoir fait de faute, les hashtags que Roxy nous a dit d'utiliser ici, tout à fait, et Massa Amini. Et ensuite donc là j'ai dessiné Annie de manière approximative parce que je l'ai vue très vite, et Bénédicte qui nous en parle, et voilà, petit nom du collectif, on s'en passe. Et par téléphone, je ne l'ai pas dessiné car voilà, ce n'est pas une femme, donc ici il n'y a que des dessins de femmes. Du coup, j'ai fait le téléphone et le soutien aux soignants. Et puis en fait, ça fait partie du principe de l'émission, c'est-à-dire que les hommes acceptent ce deal-là, c'est-à-dire qu'ils peuvent intervenir, mais ils ne l'apparaissent pas. Et c'est une façon de réagir au côté invisible des femmes, et ils acceptent tout à fait. Hein. Alors il y en a bien certains qui sont présentés en me disant mais attends, je vais m'habiller comme une femme. Mais non, ça ne marche pas. Voilà. D'accord, t'en as beaucoup qui ont... je n'en reparle plus déjà. D'accord, c'est bien, t'as fait le tri. C'est vrai, c'est pratique. Tu sais s'il faut continuer ou pas. Cling, cling. Allez, tu fais le choix. Bon.
Eh bien, très bien, merci. Avec plaisir. Et alors, en haut à gauche, là? Oui. C'est moi. C'est toi. Et alors, t'as une couronne? Non, c'est mon chignon. Ah, ouais, d'accord. Oui, j'innove là, j'ai les cheveux qui poussent, donc il faut que je change de coiffure. J'essaie des trucs. Voilà. Ça, c'est le petit chignon ce soir pour vous. Très bien. Bon, alors, selon vous, mesdames, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, justement, améliorer la place des femmes dans la société? Oula, vaste question. Alors déjà, est-ce que par exemple au Portugal, parce que moi, je connais très bien l'Italie, est-ce qu'au Portugal, la place des femmes, elle est dans le sens égalité homme-femme non. Non. Elle est comme, je suppose, en Italie ou comme... Oui, c'est une société... Un pilier, la femme et la maman, quoi. Oui, enfin, l'autorité, c'est encore très patriarcal, même si, effectivement, c'est aussi matriarcal dans le sens où c'est la maman, c'est le pilier de la famille, c'est elle qui gère un peu les choses, qui élève les enfants. C'est encore, il y a encore du boulot. Hein. Oui, d'accord. Oui. Et c'est vrai qu'en Italie, c'est pas mieux, je crois. Mais en France, qu'est-ce qu'il en est? Bénédicte, par exemple? Je ne m'étais pas préparée à répondre à une telle question. Alors, il a toujours l'option... j'ai le joker, je sais pas. Oui. Non, je peux vous faire part juste d'une petite expérience personnelle. Enfin, en fait, j'ai travaillé 3 ans sur des chantiers, en tant que conductrice de travaux. Ah oui, parce qu'elle est chef de projet. J'en ai pas parlé tout à l'heure. Oui, voilà. Et donc dans le bâtiment. C'est ça. Enfin, j'ai travaillé 3 ans sur des chantiers donc de réhabilitation de logements sociaux. Et c'est vrai que c'est un milieu très masculin. Encore aujourd'hui, bien sûr. Et c'est vrai que les entreprises font des efforts pour qu'il y ait de plus en plus de femmes. Donc ça, c'est bien. Enfin, ça crée une impulsion. Mais aussi, je trouve qu'il faut qu'on fasse attention à pas forcément demander une égalité parfaite, parce que, parfois, on peut aussi avoir le sentiment d'être mise à une place pour répondre à un quota, et ça peut aussi, je trouve ne pas être très valorisant. Et je pense que, l'égalité sera vraiment obtenue quand, on choisira un homme ou une femme. En fonction des quel qu'il soit, mais pour ses compétences. Donc, mais je pense qu'avant d'arriver là, il va falloir mettre en place les quotas. Parce que des fois... C'est ça, mais les quotas permettent d'impulser... je pense que ça peut être un marchepied pour... Des fois, ça pousse un petit peu, en fait, et ça permet de donner une façon de penser. Peut-être que des fois, on n'y pense même pas, en fait. Et donc, mettre un quota... Bon, moi, ce qui m'avait un petit peu choqué, c'est les résultats pour l'Assemblée nationale, puisque le nombre de femmes a encore diminué en mars dernier. Voilà. Mars, non, c'était la présidente. En juin. Mais c'est choquant, parce que la question de la parité, ça commence par ceux et celles qui font les lois. Enfin, il me semble, je sais pas. Et alors, est-ce que dans le travail de psychologue ou psychothérapeute, en fait, est-ce que c'est plus des femmes ou est-ce que c'est les deux? Alors, c'est plus des femmes. Les femmes, et même par rapport au deuil exprimé, les femmes verbalisent. Oui. L'homme vit là, je vais vraiment sur le deuil qui est plutôt ma spécialité. L'homme souffre autant, mais souffre différemment. Déjà parce que justement, il y a ce cliché où l'homme doit être fort et on va imaginer la perte d'un enfant dans le couple. Et on va plus s'orienter vers l'entourage va plus s'orienter vers la maman. Comment tu vas, et moins s'orienter ou demander au papa comment lui va. Parce qu'il y a des stéréotypes encore qui perdurent. Voilà. Et c'est pour ça que la prise en charge n'est pas la même. Et souvent, les femmes disent il en parle pas, ça va être une comment on appelle ça, une cocotte minute, une bombe à retardement.
Et là, ça fait du bien, effectivement, d'avoir tous les deux en leur disant que le processus de l'un n'est pas identique à l'autre et que lui, il ira peut-être se recueillir sur la tombe sans que personne le voie. Ou il ira au gymnase parce qu'il a besoin de... L'homme est dans le mouvement. L'homme est plus dans le mouvement. D'accord. Et alors, les personnes qui viennent vous consulter, c'est 50-50 ? Non, c'est plus les femmes. Alors peut-être que finalement le fait de parler, de se confier, peut-être que finalement c'est une démarche vers laquelle il faut un peu pousser les hommes. Peut-être. Oui, ils viennent quand justement un peu poussés par leurs femmes. Ah. Souvent c'est ça. C'est plus ça. Ah ouais. Ouais, c'est plus ça. L'homme, il a un petit peu plus de mal à exprimer ses fragilités. Il y en a qui viennent, bien évidemment, mais après, voilà, c'est tout un processus de comment on l'a élevé, si on a verbalisé, si on lui a autorisé à s'exprimer, à ressentir, et voilà, si on a étouffé un petit peu ça, et si on lui a dit, bah toi t'es fort, et tu peux pas. T'as pas le droit. T'as pas le droit de pleurer. T'as pas le droit. Ouais. Donc on a mis le curseur, voilà. Et la pression, elle est là. Ouais. Et donc, il avance comme ça. Il a été formaté comme ça. Et oui. Donc, c'est aussi aux mamans de... Là, il n'y a pas que les papas. Hein, c'est aussi aux mamans quand il y a un petit garçon, que ça commence, effectivement, de s'autoriser d'autoriser l'enfant, le petit garçon. Mais là, ça change. Là, ça change. Il y a une avancée par rapport à ce qui est transmis, peut-être. Il y a des prises de conscience. Oui, parce que je parle là en France. Oui. Les parents sont le papa est très investi dans l'éducation de l'enfant aussi. On en voit beaucoup à la sortie des écoles. On en voit beaucoup à la sortie des crèches. Ça fait plaisir. Donc oui. Donc c'est une bonne image qui passe aussi. Après, Et oui, parce que ça permet aux enfants aussi de s'identifier aux deux. Oui, et puis le psychologue, il est... si vous avez à qui parler, si vous êtes entouré, si vous êtes... Parce qu'on est quand même dans une société d'individualisation. J'ai pour habitude d'utiliser... Je suis peut-être en train de prendre un peu trop la parole. Là, non. Où avant, nous valorisions le nom de famille. Oui. Et puis... Non mais j'ai rien dit. Non, c'est bon. Le nom de famille c'était la famille et encore un tel, la famille un tel. Et là, on est devenu à l'individualisation où maintenant on invente même le prénom. Il faut que l'enfant se dissocie, soit spécial, soit voilà, on est dans soit individuel. Mais dans la tradition portugaise, il y a quand même les deux noms de famille. Oui, il y a la maman et le papa. Oui, ce qui n'est pas le cas en France. Ouais. Et alors Ludine s'appelle elle. Oui, moi je... C'est pour ça que je souriais. Ah, c'est pour ça, je pensais que tu faisais référence à Tiffaine. Et non, mais toi. À moi, aussi. Oui, moi, mon pseudonyme, c'est Ludine. C'est l'initiale du nom de famille de ma maman, mais que je ne porte pas, puisque mes parents ne se posaient pas ce genre de questions à l'époque, donc ils m'ont dit, hop là, nom du papa. Et alors pourquoi juste une lettre ? Parce que je n'ai pas envie de révéler mon identité. Alors, Tiffaine, elle a une autre explication. Tiffaine, elle refuse l'utilisation du patronyme, parce que donc, le nom qui est transmis en France, c'est effectivement le nom du père, le patronyme, et elle ne veut pas utiliser le nom de sa mère non plus, parce que ce serait donc le nom du père de sa mère, et elle voudrait on ne fonctionne pas de manière matrilinéaire, donc ce sera toujours le nom d'un homme. Et donc, pour lutter contre ça, elle utilise uniquement l'initiale de son patronyme, il me semble. Voilà, donc D. Voilà. Donc c'est toute une histoire, finalement, les noms. On se rend pas compte. Ma fille est née ici, donc elle a le nom du papa. Oui. Et Anthony est né au Portugal, et il a le mien et celui du papa. Et alors, le premier, c'est lequel des deux ? La maman. La maman d'abord. La maman d'abord. Waouh, purée. Et même en Italie, on n'a pas ça.
Quoi que ça commence à... Après, des fois, ça fait des noms à rallonge. Hein. Oui, c'est ça. Après, oui. Compliqué. Et en plus, quand nous avons été déclarés, Anthony, à l'ambassade de France à Lisbonne, parce que je voulais l'appeler Anthony, je voulais pas l'appeler Antonio, parce que là-bas, ils traduisent automatiquement. Donc, il y a ce protectorat s'il y a une traduction, on va traduire. Et moi, j'ai dit, non, moi, je veux un prénom qui soit moins connoté, qui soit plus international, parce que je ne sais pas où il va... Je ne voulais pas, mais je voulais un prénom qui soit connoté, enfin qui dérive d'Antonio. Mais je voulais Anthony, je voulais vraiment Anthony, tous les deux nous voulions Anthony. Et donc à l'ambassade, ils ont déclaré Anthony, mais ils ont mis un tiret entre mon nom de famille et le nom du papa. Ce qui fait qu'Anthony maintenant a un nom de famille composé. Combien de lettres? Composé. Donc on ne peut pas le... Là, ils se sont trompés, ils ont mis le tiret, ouais. Alors que, même si on a le nom de... Normalement, c'est toujours le nom de... En plus, ce nom-là le prénom pas. Et le nom de famille. Composé... non. Voilà, ils ont créé quelque chose, c'est pas mal. Mais j'ai 2 enfants et ma fille n'a pas mon nom et mon fils a mon nom. Oui, les noms de famille. Et ça aussi, ça détermine une place. Bon, moi, je suis très heureuse du mien. Mais... Merci, papa, qui est un dérivé aussi de petit Antoine. Antonelli, bon, bref. Antonelli, ouais. Mais dans l'histoire, ça n'a pas toujours été le cas. Enfin, je ne sais pas si vous avez étudié ça en histoire. C'est la question. Toujours, oui, c'est une question, ouais. On n'a pas toujours eu le... Enfin, même, je veux dire, en France, on n'a pas toujours... adopter le nom du père. Alors je crois qu'il n'y a pas eu de société matriarcale. Bon, je sais pas, en fait, je ne veux pas dire de bêtises, mais ça a dû arriver de manière anecdotique peut-être, mais j'ai pas de... Bah écoutez, peut-être que si, et que j'en ferai une BD, mais pour le moment, je ne sais pas. On regardera tout à l'heure. Ouais, regardera. Alors, comment pourrait-on améliorer justement la place des femmes dans la société? Est-ce qu'il faut améliorer cette place? Bah oui, quand même. Oui, il faut l'améliorer. Après, comment Comment L'éducation, on a vu. Oui, l'éducation. Elisabeth, elle nous parlait d'éducation. Prendre ça à la racine. À l'école aussi, peut-être. Oui. L'éducation, c'est les l'éducation, parents, de toute façon, ça se fait aussi à l'école. L'école aussi. Je me rappelle dans l'école, une école de Houdon à Paris 18, ils avaient coupé la cour de récréation en 2. Parce qu'ils se rendaient compte qu'en fait, les garçons prenaient, avec le foot, beaucoup de place, parce que ça parlait par là. Et donc, ils avaient dit, là, on coupe en 2, et pour créer une cour de récréation égalitaire, quoi, en fait. Voilà. Bon. Je ne sais pas après si ces enfants-là vont réfléchir différemment, je ne sais pas. Non, mais c'est bien de donner aux filles de l'espace, quand même. Oui. En tout cas, physiquement, ça permet de donner de l'espace. C'est une façon de donner la place aussi. Voilà. Et aussi, leur proposer de jouer au foot. Parce que souvent, les garçons jouaient entre eux. Et donc là, on leur donnait l'opportunité de jouer avec des garçons, contre des garçons, ou avec des filles, en tout cas, mais de jouer aussi, de participer. Donc, ça peut passer par ça aussi. Oui, tout à fait. Et je pense que, du coup, on peut en redire un mot, puisque c'est samedi. Enfin, samedi, il y aura beaucoup d'événements, pas que la marche de nous toutes. À l'occasion du 25 novembre, qui est donc la journée internationale de lutte contre les violences sexistes, les violences faites aux femmes. Et donc voilà, alerter sur les différents types de violences que subissent les femmes, les qui sont lesquelles, quel type de violence c'est quoi? Des violences faites par des hommes quand même généralement. Enfin, l'appellation violence sexiste et sexuelle a l'avantage de regrouper l'ensemble des... sous une dénomination générale, l'ensemble des violences, mais du coup on oublie que généralement les victimes sont sont essentiellement des femmes ou des minorités de genre, en tout cas pas des hommes, et que les agresseurs sont quasi très très souvent des hommes. Donc ça c'est une appellation factuel. Oui, c'est factuel. Je sais que c'est Lucille Pétavin qui a... c'est exactement ce que j'allais dire. Tu as reçu Lucille Pétavin qui a écrit Le coup de la virilité. Passionnante. Tout à fait. Et qui le montre que factuellement, c'est un fait. C'est démontré par des faits. C'est-à-dire elle a fait toute une étude en comptabilisant. Et en général, alors, mais les violences, ça peut être quoi?
Tu veux que je cite des exemples? Oui. Ça peut être les violences, des violences physiques, donc les viols, les agressions sexuelles, enfin juste des violences, taper les gens, enfin dans le cadre conjugal, ça peut être des violences verbales, des violences morales, oui. Oui, voilà, qui touchent. Violences économiques aussi. Oui, tout à fait, des violences économiques. Alors vas-y, continue. Eh bien non, alors je pense qu'on a fait le tour. Violences sexuelles, physiques, morales, économiques. Il y en a 4 déjà, c'est pas mal. C'est déjà beaucoup. Mais... Ouais. Voilà. Donc en tout cas, venez défiler avec. Alors il y a nous toutes, mais il y aura aussi Negoué qui voilà avec un hashtag sur l'ASE. Alors j'ai oublié le hashtag, là, c'est pas bien. Je vais regarder tout de suite et je prends 8. Il y aura il y aura pas que nous toutes, il y aura certainement d'autres organisations. Voilà, c'est ça. C'est pas politique, hein, c'est tout généralisé en fait. Enfin si, c'est politique, mais c'est pas il y a pas un seul You know what I mean. Yes, I know what you mean. Voilà. Alors je ne sais pas hashtag de Negoué. Bon. Voilà, donc il y aura toute forme de violence. Et là, aussi les violences, parce qu'il y a d'autres violences, c'est-à-dire que les enfants sont souvent retirés, la garde est retirée aux mères, surtout quand il y a des suspicions de violences que ce soit morales, sexuelles, physiques. Et donc il y a beaucoup de mamans qui vont venir défiler ce jour-là pour crier que voilà, elles ont... C'est pas juste quoi en fait ce qui se passe, c'est que la justice, il faudrait qu'elle se remette un petit peu en question. Ça va être difficile, mais voilà. Mais je pense que là on a fait presque le tour. On se retrouve avant la fin de l'année ou l'année prochaine, comme tu veux. Nous? Ouais. Peut-être avant la fin de l'année. Est-ce que tu veux nous montrer le dernier dessin que tu as ajouté? J'ai ajouté. C'était pour compléter la feuille. Hop, c'est les dernières petites bulles. Comment améliorer la place des femmes dans la société. C'est chaud. N'oublions pas les soignants suspendus. N'oubliez pas les soignants suspendus. Et voilà, et moi qui fais coucou. Magnifique. Merci beaucoup. Ah oui. Alors, un grand merci à Erwan. De femmes. Merci à Armada. Vous pouvez suivre Armada avec Facebook, le YouTube, Instagram. Voilà. Soutenez l'émission Camé de Femmes avec ce QR code qui va s'afficher tout bientôt. Et puis révisez le Jingle Challenge pour venir chanter avec moi. Venez nous parler de vous, de vous, de vous, de vous, de vous. Camailleux de femmes, l'émission qui interroge et valorise la place des femmes